Cette histoire m'est parvenue d'une abonnée au Chili nommée Sofia. Ce qu'elle a vécu il y a 4 ans avec une poupée ancienne qu'elle a achetée dans un marché aux puces l'a amenée à chercher de l'aide auprès de personnes qui comprennent les objets maudits. Si vous avez acheté quelque chose dans un marché de seconde main qui vous a ensuite fait regretter, quelque chose qui a eu des conséquences inattendues dans votre vie, laissez-le dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences. Ce qui est arrivé à Sofia prouve que certains objets peuvent porter plus que de l'histoire. Ils peuvent porter quelque chose de beaucoup plus sombre et dangereux. Je m'appelle Sofia, j'ai 42 ans et je vis à Valparaíso, au Chili. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 4 ans, mais les cicatrices émotionnelles sont toujours avec moi jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire sur une poupée. Ça semble idiot quand je le dis ainsi, comme si c'était un conte pour enfants, mais il n'y a rien d'enfantin dans ce que cette chose a fait à ma famille. Je suis collectionneur d'antiquités. C'est un hobby que j'ai hérité de ma grand-mère. J'adore parcourir les marchés aux puces, les foires d'antiquités, les magasins d'occasion. Je cherche des objets avec une histoire, avec du caractère. Des meubles anciens, des livres anciens, de la vaisselle en porcelaine, des photographies jaunies. Chaque objet a une histoire, et j'aime les imaginer. Ma maison est comme un petit musée. Chaque pièce est remplie de trésors que j'ai collectés au fil des ans. Mon mari Rodrigo le tolère, bien qu'il se plaigne parfois qu'il n'y a pas de place pour de nouvelles choses. Mes 2 filles, Isidora, 14 ans, et Valentina, 11 ans, ont grandi entourées d'antiquités. Pour elles, il était normal de vivre avec des meubles du début du siècle et des tableaux d'époque passée. Tout a changé un samedi d'avril 2019. J'étais allé à un marché aux puces au port. C'était l'un de ces grands marchés où des centaines de vendeurs installent leurs stands avec toutes sortes de choses. Trésors et déchets mélangés sans ordre ni concert. Je révisais un stand de vieux meubles quand je l'ai vu. C'était une poupée en porcelaine, du type fabriqué à la fin du 19e siècle. Elle mesurait environ 60 cm de hauteur. Elle avait des cheveux blonds en mohair véritable, bouclés et soigneusement coiffés. Sa robe était en dentelle blanche, jaunie par les années mais toujours élégante. Des chaussures en cuir noir avec de petites boucles. Mais c'était son visage qui attirait l'attention. La porcelaine était d'une qualité exceptionnelle, peinte à la main avec des détails incroyables. Elle avait des yeux en verre bleu clair qui brillaient d'une profondeur étrange. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge pâle, formant un sourire subtil. Ses joues avaient un léger rougissement. Elle était belle, perturbamment belle. Elle est ancienne, dit le vendeur en remarquant mon intérêt. C'était un homme âgé d'environ 70 ans, avec des mains tremblantes et une voix rauque, de 1890 à peu près, fabriquée en Allemagne. Ces poupées étaient des jouets pour les filles riches à cette époque. « D'où l'as-tu obtenu ?» demandai-je en examinant la poupée de plus près. Elle n'avait pas de signe de fabricant visible, ce qui était étrange pour une poupée de cette qualité. Le vendeur hésita. « D'un héritage. Une vieille dame est morte, et sa famille a tout vendu. J'ai acheté plusieurs choses de la maison. » Il baissa la voix. « Honnêtement, je veux me débarrasser de cette poupée. Elle me donne des frissons. Mais elle est précieuse. Alors j'ai pensé que quelqu'un voudrait l'acheter. »« Pourquoi te donne-t-elle des frissons ?» demandai-je avec curiosité. Il haussait les épaules. « Je ne sais pas, juste quelque chose en elle, la façon dont elle te regarde. J'ai eu des cauchemars depuis que je l'ai chez moi. » Il rit nerveusement. « C'est probablement des bêtises de vieux, mais quand même, je préfère la vendre. J'aurais dû écouter cet avertissement. J'aurais dû laisser la poupée là et continuer mon chemin. Mais elle était trop belle, trop parfaite pour ma collection. Combien ? Ai-je demandé. Il a nommé un prix ridiculement bas pour une poupée ancienne de cette qualité. J'ai presque eu honte d'accepter. Mais j'ai accepté, payé. Et j'ai ramené la poupée chez moi enveloppée dans du papier journal. Quand je suis arrivé, Rodrigo travaillait dans son bureau et les filles regardèrent la télévision. Je leur ai montré ma nouvelle acquisition. « C'est effrayant », a dit Isidora immédiatement. « Ses yeux sont étranges, maman, comme s'ils te suivaient. Toutes les poupées anciennes ont cette caractéristique, ai-je expliqué. C'est à cause de la façon dont les yeux en verre sont fabriqués. Ils créent une illusion de mouvement. Valentina, la plus jeune, s'est approchée davantage. Puis-je jouer avec elle ? Non, chérie. C'est une pièce de collection très fragile et très ancienne, mais je vais la mettre sur l'étagère du salon pour que nous puissions tous l'admirer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai nettoyé la poupée avec soin, j'ai arrangé sa robe, j'ai coiffé ses cheveux. Elle était parfaite.
Je l'ai placée sur l'étagère principale du salon, entre une lampe à art nouveau et une boîte à musique victorienne. Elle était magnifique là. Elle complétait la collection. Les premiers jours furent normaux. La poupée restait à sa place, immobile, décorative. J'étais ravi d'elle. Rodrigo l'ignorait principalement. Les filles la regardaient de temps en temps mais ne disaient rien de plus. C'est la 3e nuit que les choses étranges ont commencé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin à cause d'un bruit. De la musique. Une boîte à musique jouant une mélodie que je reconnaissais mais que je ne pouvais pas situer exactement. Elle était délicate, enfantine, mais il y avait quelque chose d'inquiétant en elle. Je me suis levé et j'ai suivi le son. Il venait du salon. Quand je suis arrivé, la boîte à musique victorienne que j'avais à côté de la poupée était ouverte et fonctionnait. Sa petite ballerine en métal tournait lentement pendant que la mélodie continuait. Mais je n'avais pas ouvert cette boîte. Elle était fermée quand nous sommes allés nous coucher. Je la gardais toujours fermée parce que le mécanisme était ancien et je ne voulais pas qu'il s'abîme par un usage excessif. Probablement que le verrou a échoué, me suis-je dit. J'ai fermé la boîte à musique et suis retourné au lit. Mais la nuit suivante, la même chose s'est produite. 3 heures du matin. La boîte à musique jouait. Cette fois, j'ai fait plus attention. La boîte était à côté de la poupée. Et il y avait quelque chose dans la position de la poupée qui me semblait différente, comme si elle avait légèrement bougé. Tu imagines des choses, me suis-je dit. C'est juste une poupée, un objet inanimé. J'ai refermé la boîte à musique encore une fois, mais cette fois, je suis resté à observer un moment. La poupée me regardait avec ses yeux en verre bleu, immobile, silencieuse. Mais il y avait quelque chose dans son expression, dans ce sourire peint, qui me mettait mal à l'aise. Je suis retourné au lit, mais je n'ai pas pu bien dormir le reste de la nuit. Le matin suivant, Valentina est descendue prendre le petit déjeuner en ayant l'air fatiguée. Elle avait des cernes. « Tu as mal dormi, mon amour ?» lui ai-je demandé. « J'ai fait des cauchemars », dit-elle d'une voix petite. J'ai rêvé que la nouvelle poupée entrait dans ma chambre et se tenait à côté de mon lit, me regardant. Un frisson m'a parcouru le dos. Ce n'est qu'un rêve, chérie. Les poupées ne peuvent pas marcher, mais cette nuit-là, j'ai aussi rêvé de la poupée. J'ai rêvé qu'elle se tenait au pied de mon lit, immobile, me regardant seulement avec ses yeux en verre. Dans le rêve, j'essayais de bouger mais j'étais paralysé. Je pouvais seulement regarder pendant que la poupée inclinait lentement, très lentement, sa tête sur le côté. Comme si elle m'étudiait. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant. Il était 3 heures du matin, et depuis le salon, j'entendais la boîte à musique jouer à nouveau. Cette fois, je ne suis pas allé la fermer. Je suis resté au lit, écoutant cette mélodie inquiétante jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Le matin, j'ai raconté à Rodrigo mes cauchemars et la boîte à musique. Elle a probablement besoin d'être réparée, a-t-il dit de manière pragmatique. Et les cauchemars ne sont que ton cerveau qui traite ton inquiétude pour la boîte. Ne lui accorde pas plus d'importance. Je voulais le croire. Mais cet après-midi-là, quand je suis rentré du travail, quelque chose était définitivement différent. La poupée s'était déplacée. Elle n'était plus sur l'étagère où je l'avais mise. Elle était sur le canapé du salon, assise comme si c'était une personne, les jambes pendantes au bord et les mains sur ses genoux. « Qui a déplacé la poupée ?» ai-je demandé lorsque les filles sont rentrées de l'école. Toutes deux ont nié l'avoir touchée. « Tu nous as dit de ne pas la toucher », a dit Isidora. « De plus, ça fait peur. Nous ne voulons pas qu'elle soit près de nous. » « Rodrigo ?» lui ai-je demandé quand il est rentré du travail. « Je ne touche pas à tes affaires », a-t-il répondu. « Tu sais que je ne m'occupe pas de ta collection. » J'ai remis la poupée sur l'étagère. Mais le lendemain, elle était à un autre endroit. Cette fois dans la cuisine, assise sur l'une des chaises de la salle à manger. « Cela n'a pas de sens », ai-je dit à voix haute. Quelqu'un la déplace. Mais tout le monde dans la maison niait l'avoir touchée. Et je commençais à les croire parce que pourquoi mentirait-il sur quelque chose d'aussi stupide? Les cauchemars s'étaient aggravés. Maintenant, nous les avions tous. Rodrigo rêvait que la poupée le suivait dans la maison. Isidora rêvait que la poupée parlait avec une voix d'enfant, lui disant des choses horribles. Valentina, la plus touchée, a commencé à refuser de dormir seule. Elle voulait rester dans notre chambre. Et alors, des choses ont commencé à se passer pendant la journée. Un lundi, alors que nous étions tous au travail et à l'école, je suis rentré chez moi tôt parce que je ne me sentais pas bien. Quand je suis entré, j'ai entendu des voix d'enfants, des rires. J'ai pensé que les filles avaient manqué l'école.
J'ai rapidement monté les escaliers. Isidora, Valentina, pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Les voix se sont arrêtées. J'ai vérifié toutes les pièces. Il n'y avait personne. La maison était vide, sauf pour moi. Et alors, depuis le salon, j'ai entendu la boîte à musique commencer à jouer, en pleine journée, sans raison. Je suis descendu les escaliers lentement, le cœur battant fort. La poupée était à nouveau sur le canapé, dans la même position assise. Et la boîte à musique jouait. Mais quand je suis complètement entré dans le salon, j'ai juré avoir vu quelque chose, un mouvement. Comme si la tête de la poupée se tournait légèrement pour me regarder. « Ça suffit », ai-je dit à haute voix, me sentant ridicule. « Tu n'es pas réel, tu n'es qu'une poupée, un morceau de porcelaine et de tissu. » Mais quand je me suis approché pour ranger la poupée, pour la mettre dans une boîte et l'enlever de la maison, j'ai ressenti quelque chose. Une résistance, comme si l'air lui-même me poussait en arrière. Et une odeur sucrée et pourrie qui n'avait pas été là auparavant. Je ne l'ai pas touchée. Je suis sorti de la maison et j'ai appelé ma mère. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'étrange qui se passe. » lui ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Les cauchemars, les mouvements, les voix. J'espérais qu'elle rirait, qu'elle me dirait que j'étais idiote. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée silencieuse un long moment. « Sophia » a-t-elle finalement dit d'une voix sérieuse. « D'où as-tu sorti cette poupée? Du marché aux puces. Pourquoi? Quand ta grand-mère collectionnait des antiquités, elle disait toujours qu'il fallait faire attention aux objets très personnels, des choses comme des poupées, qui ont été intensément aimées par des enfants. Parfois, ces objets peuvent porter des énergies, surtout si quelque chose de mauvais s'est produit. Tu es en train de dire que la poupée est tentée? Je dis que tu devrais enquêter sur son origine, et peut-être envisager de t'en débarrasser. J'ai passé cet après-midi à enquêter. J'ai appelé le vendeur du marché aux puces. Je lui ai demandé plus de détails sur la vieille dame qui était morte, sur la maison d'où venait la poupée. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La vieille dame s'appelait Béatrice Montalva. Elle avait vécu dans la même maison pendant 80 ans. Elle avait eu une fille qui est morte à 7 ans en 1940, pendant une épidémie de scarlatine. Le nom de la petite fille était Clara. Et selon les dossiers que j'ai trouvés dans les archives historiques de la bibliothèque, Clara avait été enterrée avec sa poupée préférée. Une poupée en porcelaine allemande que sa mère lui avait offerte pour son 6e anniversaire. Mais des années plus tard, lorsque Béatrice était déjà très âgée et commençait à perdre la tête, elle avait déterré le cercueil de sa fille. Elle avait récupéré la poupée. Et elle l'avait gardée chez elle pendant des décennies, la traitant comme si c'était sa fille. Lui parlant, l'habillant, la gardant comme si c'était un vrai enfant. La poupée que j'avais était cette poupée. Celle qui avait été enterrée avec une petite fille morte. Celle qu'une mère en deuil avait obsédée pendant des décennies. J'ai besoin de me débarrasser de cette chose, ai-je dit à Rodrigo ce soir-là. Maintenant. Ce soir même. Mais quand je suis allé dans le salon pour prendre la poupée, elle n'était pas là. Nous l'avons cherchée dans toute la maison. Elle n'était pas dans le salon. Elle n'était pas sur les étagères. Elle n'était dans aucune pièce du rez-de-chaussée. Où est-elle? Demandait Rodrigo de plus en plus frustré alors que nous fouillions chaque recoin. Puis nous avons entendu un cri. Valentina. Nous avons couru vers sa chambre. Elle était debout au centre de sa chambre, pointant du doigt son lit tremblant. La poupée était là, allongée sur l'oreiller de Valentina, comme si elle dormait. « Je ne l'ai pas mise là », pleura Valentina. « Je ne l'ai pas mise là ». Rodrigo, finalement convaincu que quelque chose n'allait pas, prit la poupée brusquement. La poupée était froide, plus froide qu'elle ne devrait l'être, et elle pesait plus que ce dont il se souvenait. « Nous allons la brûler », dit-il d'une voix ferme. Tout de suite, nous sommes descendus dans le jardin. Rodrigo prépara un feu de joie pendant que je tenais la poupée. Dans mes mains, je pouvais la sentir, une vibration, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle était vivant, éveillé et en colère. Quand Rodrigo eut le feu prêt, je m'approchai pour jeter la poupée dans les flammes. Et alors elle parla, pas d'une voix forte. C'était un murmure que j'entendis directement dans ma tête. Une voix d'enfant. Je ne veux pas partir. J'aime ici. J'aime ta famille. Je veux rester. J'ai failli laisser tomber la poupée de peur. Tu as entendu ça? Demandai-je à Rodrigo. Entendre quoi? La voix. La poupée a parlé. Sophia, les poupées ne parlent pas. Brûle-la une bonne fois pour toutes. Mais j'avais des doutes maintenant.
S'il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de conscient, était-il juste de le détruire? Et si c'était l'esprit de Clara, la petite fille qui était morte? Et si elle était juste seule et cherchait de la compagnie? Je t'en prie, non, murmura la voix à nouveau. J'ai peur du feu, j'ai peur d'être seule encore une fois. Laisse-moi rester. Je serai sage, je le promets. Non, dis-je à haute voix, tant pour la voix que pour moi-même. Tu n'es pas une petite fille. Tu es quelque chose qui utilise la mémoire d'une petite fille. Et tu fais du mal à ma famille. Je lançai la poupée au feu. Ce qui se passa ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. La poupée ne brûla pas immédiatement. Elle resta là, au milieu des flammes, intacte. Et puis elle commença à bouger, à se tordre, à crier. Ce n'était pas mon imagination. Rodrigo l'entendait aussi maintenant. Un cri aigu et terrible qui venait de la poupée alors que les flammes commençaient enfin à faire fondre la porcelaine. Le cri est devenu plus fort. Si fort que nous nous sommes bouchés les oreilles. Les fenêtres des maisons voisines se sont allumées. Les gens sortaient pour voir ce qui se passait. Et puis, tout à coup, le silence. La poupée s'est effondrée en cendres et en morceaux de porcelaine fondue. Le cri s'est arrêté. Il ne restait que le crépitement du feu. Nous sommes restés là, regardant les cendres, en état de choc total. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Rodrigo. Je ne répondis pas. Je n'avais pas de réponse. Cette nuit-là, personne n'a bien dormi. Mais pour la première fois en semaine, il n'y a pas eu de cauchemar. Il n'y a pas eu de musique de boîte à 3 heures du matin. Il n'y a pas eu de voix d'enfant, juste du silence. Je pensais que c'était fini. Qu'en détruisant la poupée, nous avions mis fin à ce qui était là. Mais je me trompais. 2 jours plus tard, Valentina a commencé à agir de manière étrange. Elle est devenue silencieuse, renfermée. Elle passait des heures dans sa chambre sans rien faire, juste assise sur son lit, regardant le mur. « Ça va, mon amour ?» lui demandai-je. « Clara est triste, » répondit-elle d'une voix monotone. « Elle dit qu'elle a mal, elle dit que le feu lui a beaucoup fait mal. » Mon sang se glaça. « Qui est Clara ? Ma nouvelle amie. Elle dit qu'elle peut rester avec moi maintenant que sa maison a été détruite. » Je compris avec horreur ce qui s'était passé. En détruisant la poupée, nous n'avions pas détruit ce qui était à l'intérieur. Nous avions seulement détruit son conteneur. Et maintenant, cette chose avait trouvé un nouveau foyer. Ma fille. J'appelai immédiatement ma mère. Elle me donna le contact d'une femme qu'elle connaissait, une médium qui travaillait sur des cas de possession et d'entités adhérentes. La femme, qui s'appelait Soledad, est venue chez nous cette même nuit. C'était une dame d'environ 60 ans, habillée simplement, avec des yeux sages qui semblaient n'avoir plus que ce qu'ils montraient. Elle a parlé longtemps avec Valentina. Elle lui a posé des questions. Elle l'a observée attentivement. Puis elle m'a appelé à part. « Il y a quelque chose qui est attaché à votre fille. Ce n'est pas une possession complète, pas encore. Mais cela essaie de s'ancrer. C'est l'esprit d'une petite fille qui a été piégée dans un objet pendant des décennies. Elle est confuse, effrayée, et s'accroche à votre fille parce que c'est la seule connexion qu'elle trouve. Comment la sortons-nous ? Ai-je demandé désespérément. Par un rituel de libération. Mais cela doit être fait correctement, et votre fille doit être disposée. Si elle veut garder Clara avec elle, il sera très difficile de les séparer. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à préparer le rituel. Soledad nous a appris des prières de protection. Elle nous a fait nettoyer la maison avec des herbes spécifiques. Et surtout, elle a travaillé avec Valentina, lui expliquant qui était vraiment Clara et pourquoi elle devait partir. Clara n'est pas mauvaise, expliquait Soledad à ma fille. Mais elle est morte il y a longtemps. Elle doit suivre son chemin, aller à l'endroit où les esprits vont après la mort. Si elle reste ici, avec toi, elle ne trouvera jamais la paix. Et toi non plus. Valentina pleurait. Mais elle me dit qu'elle est seule, qu'elle a peur d'être seule. Je sais, chérie. Mais ce n'est pas ta responsabilité de prendre soin d'elle. Il y a d'autres qui l'attendent de l'autre côté. Sa maman qui est morte il y a des années, l'attend. Mais Clara ne peut pas partir tant qu'elle est liée à ce monde. Enfin, la nuit du rituel est arrivée. Toute la famille a participé. Soledad a créé un cercle de protection dans le salon. Elle a allumé des bougies blanches. Elle a brûlé de l'encens de copal et de sauge. Et elle a commencé à réciter des prières en espagnol mélangées avec quelque chose de plus ancien, des mots que je ne reconnaissais pas. Valentina était assise au centre du cercle. Au début, elle était calme.
Mais quand Soledad a intensifié les prières, elle a commencé à changer. Sa voix a changé. Elle est devenue plus aiguë, plus enfantine. Je ne veux pas partir. J'ai peur. Ne me faites pas partir. S'il vous plaît, ne me faites pas partir. C'était Clara parlant à travers ma fille. Clara, dit Soledad d'une voix ferme mais douce. Il est temps que tu partes. Ta maman t'attend. Béatrice, ta maman, est de l'autre côté en t'attendant. Elle a attendu toutes ces années. Ma maman? La voix de Clara semblait incertaine, pleine d'espoir. Est-elle vraiment là? Oui, chérie. Elle est là. Mais tu dois lâcher ce monde pour aller avec elle. Tu dois laisser Valentina partir. Il y eut un moment de silence. Puis Valentina commença à pleurer. Mais c'étaient deux pleurs différents simultanés. Celui de ma fille et celui de Clara. J'ai peur, sanglota la voix de Clara. Je sais, mais tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à être seule. Il est temps de te reposer. Soledad continua avec les prières, plus intenses maintenant. L'air dans la pièce devint plus froid. Les bougies vacillèrent violemment. Et puis nous ressentîmes quelque chose. Une présence sortant de Valentina, se détachant. Pendant un moment, juste un moment, je l'ai vue. Une petite fille, translucide, debout à côté de ma fille. Elle avait des cheveux blonds et bouclés. Elle portait une chemise de nuit blanche. Et elle me regardait avec des yeux tristes mais reconnaissants. « Merci », murmura-t-elle. Sa voix résonna dans l'air comme un écho. « Merci de m'avoir aidé à trouver le chemin. » Et puis elle disparut, comme de la fumée se dispersant. Les bougies cessèrent de vaciller. L'air se réchauffa à nouveau. Valentina s'effondra dans mes bras, épuisée mais clairement elle-même à nouveau. Il n'y avait plus ce regard étrange dans ses yeux. Il n'y avait plus cette voix différente. « Elle est partie », dit Soledad en s'essuyant la sueur du front. Clara a traversé. Elle est enfin avec sa mère. Elle ne souffrira plus. Nous avons tous pleuré cette nuit-là. De soulagement, d'épuisement émotionnel, de gratitude que cela soit fini. Les jours suivants furent consacrés à la récupération. Valentina redevint peu à peu la petite fille joyeuse qu'elle avait été. Les cauchemars cessèrent complètement. La maison se sentait plus légère, plus chaleureuse. Mais j'avais appris ma leçon. J'ai cessé de collectionner des objets personnels anciens. Plus de jouets, plus de vêtements, plus de choses qui avaient appartenu intimement à des personnes. Je me suis limité à des meubles et des objets décoratifs sans histoire émotionnelle forte. Et chaque fois que je vois une poupée ancienne dans un marché aux puces, je m'éloigne. Parce que je sais maintenant que certains objets peuvent porter plus que de simples souvenirs. Ils peuvent porter de la douleur, du traumatisme, et des esprits piégés cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Cela fait 4 ans depuis. Ma famille va bien. Valentina est maintenant une adolescente heureuse qui ne se souvient même plus complètement de ce qui s'est passé. Ou peut-être préfère-t-elle ne pas se souvenir. Mais je me souviens. Je me souviens du visage de Clara quand je l'ai enfin vue. Je me souviens de sa gratitude. Et je me souviens aussi de sa douleur. Tout ce temps piégé, d'abord dans un cercueil, puis dans une poupée, et enfin essayant de s'accrocher à ma fille. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous n'avions pas agi. Si nous avions laissé Clara s'installer complètement en Valentina, aurait-elle fini par dévorer ma fille? Ou aurait-elle coexisté, deux consciences dans un même corps? Je ne veux pas connaître la réponse à ces questions. Ce que je sais, c'est ceci. Il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension. Des énergies qui persistent après la mort. Des esprits qui s'accrochent à des objets parce qu'ils ne savent pas comment ou ne peuvent pas avancer. Et certains de ces objets finissent dans des marchés aux puces, attendant que quelqu'un comme moi les achète et les ramène chez soi. Alors, si jamais tu trouves quelque chose dans un marché de seconde main qui attire puissamment ton attention, que tu sens que tu dois avoir quoi qu'il arrive, réfléchis-y à 2 fois. Demande d'où cela vient. Demande son histoire. Et si quelque chose te semble mal, s'il y a une petite voix dans ta tête te disant de ne pas le faire, écoute-la, parce que je ne l'ai pas fait. Et cela a presque coûté la santé mentale de ma fille. Cela lui a presque coûté beaucoup plus que cela. La curiosité et l'amour des antiquités ne valent pas ce prix. Rien ne le vaut. Ainsi se termine l'histoire que Sofia m'a partagée. Elle m'a dit que depuis lors, elle a été beaucoup plus sélective avec ce qu'elle collectionne, qu'elle a appris à faire confiance à ses instincts quand quelque chose semble mal. Sa famille s'est complètement rétablie et Valentina va bien, bien que Sofia préfère ne pas en parler beaucoup avec elle. Si jamais vous avez acheté quelque chose dans un marché de seconde main qui a eu des conséquences inattendues,
Ou si vous avez des histoires sur des objets qui semblaient avoir une vie propre, laissez-le dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences. Merci d'avoir écouté. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le pour plus d'histoires chaque semaine. Prenez soin de vous et réfléchissez à 2 fois avant d'apporter chez vous des objets avec trop d'histoire. On se voit la prochaine fois. Cette expérience m'a été envoyée par un abonné de l'Équateur nommé Thomas, qui a vécu quelque chose d'inexplicable lors d'un camp d'été quand il avait 16 ans. Si jamais vous vous êtes perdu dans une forêt et que vous avez eu l'impression que quelque chose vous observait, que la forêt elle-même était vivante et consciente, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ces histoires de lieux naturels qui semblent avoir une volonté propre me fascinent profondément. Ce que Thomas et ses amis ont trouvé dans cette forêt il y a 15 ans le hante encore. Et 3 des personnes qui étaient avec lui ce soir-là ne sont jamais redevenues les mêmes. Je m'appelle Thomas et j'ai 31 ans. Je vis à Quito, en Équateur, mais ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 16 ans, lors d'un camp d'été organisé par mon école dans une zone protégée des Andes équatoriennes. Ce fut la dernière fois que je suis entré dans une forêt la nuit, et après avoir entendu mon histoire, vous comprendrez pourquoi. En juillet 2008, mon école a organisé un camp d'1 semaine pour les élèves de terminale. C'était un programme de leadership et de connexion avec la nature. Nous étions 20 élèves, plus 3 professeurs superviseurs. Le lieu choisi était une réserve naturelle dans les montagnes, à environ 3 heures de Quito, avec une forêt nuageuse dense, des rivières cristallines et une biodiversité incroyable. Nous sommes arrivés un lundi après-midi. Nous avons établi le camp dans une grande clairière entourée d'arbres immenses couverts de mousse et de broméliacées. Il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. L'air était frais et humide, sentait la terre et la végétation, et le son constant des oiseaux et de l'eau créait une symphonie naturelle. Les 2 premiers jours étaient parfaits. Nous avons fait des randonnées, appris sur la flore et la faune locale, et fait des exercices de travail en équipe. C'était amusant et éducatif, rien d'inhabituel. Mais mercredi soir, l'un des professeurs, M. Valdez, nous a raconté une histoire autour du feu de camp. C'était une tradition dans ces camps de raconter des histoires de terreur pour divertir les étudiants. M. Valdez était doué pour ces choses, il savait comment créer une atmosphère. « Savez-vous pourquoi cette zone est une réserve protégée ?» demanda-t-il en regardant les flammes. « Officiellement, c'est pour la biodiversité, pour protéger les espèces en danger. Mais il y a une autre raison. Une raison qui n'apparaît dans aucun document officiel. Nous nous sommes tous penchés en avant, intrigués. Monsieur Valdez avait notre attention totale. Il y a environ 50 ans, il y avait une petite communauté ici, pas plus de 30 familles. Ils vivaient de manière traditionnelle, en harmonie avec la forêt. Mais quelque chose s'est passé. Les détails sont confus, les histoires varient. Certains disent que c'était une épidémie. D'autres qu'il s'agissait d'un effondrement qui a enseveli le village. Et d'autres, il marqua une pause dramatique. D'autres disent que les enfants du village ont simplement disparu une nuit. Les 20 enfants de moins de 12 ans, tous ont disparu en même temps sans laisser de traces. Et que leur est-il arrivé ? Demanda mon amie Daniela d'une voix tremblante. Ils ne se sont jamais retrouvés. Ils ont cherché pendant des mois. Ils ont fouillé chaque centimètre de la forêt. Rien. C'était comme si la terre les avait engloutis. Monsieur Valdez regarda vers la sombre forêt qui nous entourait. Les parents ont finalement quitté le village, anéantis par la perte. Le gouvernement a déclaré la zone comme réserve protégée et a interdit aux gens d'y vivre. Officiellement pour protéger l'écosystème, officieusement. Pour tenir les gens éloignés de ce qui a pu emporter ces enfants. Penses-tu que quelque chose dans la forêt les a pris ? Demanda un autre étudiant, Carlos. Je ne sais pas quoi croire. Mais les gardes forestiers qui patrouillent en cette zone rapportent des choses étranges. Des voix d'enfants riant dans la nuit, des petites silhouettes se déplaçant entre les arbres. Et il y a une règle non écrite parmi les gardes, ne jamais, jamais suivre le son d'un enfant pleurant dans la forêt. Peu importe à quel point cela semble réel, ne le suis pas. L'histoire nous a laissés inquiets. Certains étudiants ont ri, disant que ce n'était qu'un conte pour nous effrayer. D'autres, comme moi, étions perturbés, regardant l'obscurité de la forêt qui nous entourait. « C'est juste une histoire », a dit le professeur Rivera, un de nos superviseurs.
pour vous divertir. Il n'y a rien à craindre dans la forêt, sauf de se perdre. C'est pourquoi nous avons la règle. Personne ne sort du campement la nuit sans un professeur. Compris? Nous avons tous hoché la tête. Et cela aurait dû être la dernière mention du sujet. Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, quelque chose nous a réveillés, plusieurs d'entre nous. C'était un rire d'enfant, clair, joyeux, comme si quelqu'un jouait. Cela venait de la forêt. Je suis sorti de ma tente et j'ai vu que d'autres étaient également sortis. Carlos, Daniela, mon ami Miguel et 2 autres filles, Andrea et Fernanda. Nous regardions tous dans la direction d'où venait le son. « Vous entendez ça ?» a chuchoté Daniela. « Ce n'est qu'un animal, » dit Carlos, mais sa voix manquait de conviction. « Il y a des singes dans ces forêts qui font des sons qui ressemblent à des humains. » Mais ce n'était pas un rire de singe, c'était indéniablement humain. Et maintenant, il y en avait plus d'une. Plusieurs rires, superposés, comme s'il y avait un groupe d'enfants jouant dans la forêt sombre. « Nous devrions réveiller les professeurs, » suggéra Andrea. Mais alors, les rires se transformèrent en quelque chose de plus. Des chants, des voix d'enfants chantant une chanson que je ne reconnaissais pas. La mélodie était étrange, antinaturelle, avec des intervalles musicaux qui sonnaient mal, dissonants. « Venez jouer », chantèrent les voix. « Venez jouer avec nous. Nous sommes seuls. Venez jouer. » Quelque chose dans ces voix était magnétique. Je ressentis une impulsion presque irrésistible de marcher vers la forêt et de suivre ces voix. D'après l'expression sur les visages de mes amis, ils ressentaient la même chose. « Non », dis-je à voix haute, autant pour eux que pour moi-même. « Rappelez-vous ce que M. Valdez a dit. On ne suit pas les voix d'enfants dans la forêt. »« Mais et s'ils sont de vrais enfants ?» dit Miguel. « Et s'il y a un village à proximité et que les enfants jouent ? À 2 heures du matin, au milieu d'une forêt sombre ?» répliqua Daniela. « Ça n'a pas de sens. » Mais Miguel était déjà en train de marcher vers le bord du camp. « Je vais juste regarder, je ne vais pas m'éloigner. »« Miguel, non !» l'ai-je appelé, mais il était déjà à la lisière des arbres, regardant vers l'obscurité. Et puis nous avons vu quelque chose qui nous a glacé le sang. Des lumières, de petites lumières brillantes se déplaçant entre les arbres, comme des lucioles mais plus grandes, plus brillantes. Et entre les lumières, des ombres de la taille d'enfants, courant, jouant, riant. « Venez !» appelèrent les voix. « Venez jouer, c'est amusant. Vous ratez la meilleure partie. » Miguel a fait un pas vers la forêt, puis un autre. « Miguel !» ai-je crié. J'ai couru vers lui et l'ai attrapé par le bras. « Que fais-tu » Il m'a regardé avec des yeux vitreux, comme s'il était en transe. « Je dois y aller. Ils m'appellent. Je peux les entendre. Ils ont besoin de moi. » Entre Carlos et moi, nous avons réussi à le tirer de nouveau vers les tentes. Miguel luttait contre nous, criant de le laisser partir, que les enfants l'attendaient. Le bruit a réveillé les professeurs. Monsieur Valdez est sorti de sa tente et a rapidement évalué la situation. Il a vu Miguel se battre, les lumières dans la forêt, a entendu les voix chanter. Son visage a pâli. « Tous dans vos tentes, maintenant, et ne sortez pas, peu importe ce que vous entendez. » « Mais les voix, » a commencé à dire Andrea. « Elles ne sont pas réelles, » a coupé Monsieur Valdez avec fermeté. « Ou plutôt, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Entrez dans vos tentes, fermez les zips, bouchez-vous les oreilles si nécessaire, mais ne sortez pas. Nous sommes entrés dans nos tentes comme il nous l'a ordonné. Je partageais ma tente avec Carlos et Miguel. Miguel continuait à murmurer sur les enfants, sur le fait qu'ils devaient aller jouer avec eux. « Miguel, tu dois résister, lui ai-je dit. Quoi que ce soit là-dehors, ce ne sont pas des enfants normaux. Souviens-toi de l'histoire. »« Mais ils sont si heureux, » murmura Miguel. « Je peux les sentir. Ils veulent juste des amis. Ils sont si seuls. » Les voix continuèrent toute la nuit, chantant, riant, appelant. Les lumières dansaient entre les arbres. Et parfois, très clairement, nous pouvions voir les silhouettes des enfants, des dizaines d'entre eux, jouant dans la forêt sombre comme si c'était midi. Aucun d'entre nous ne dormit cette nuit-là. Nous restâmes éveillés, écoutant, résistant à l'envie de sortir. Miguel était le pire. Il fallut le retenir physiquement plusieurs fois lorsqu'il essayait de sortir de la tente. Quand le jour se leva enfin, les voix s'arrêtèrent. Les lumières s'éteignirent. La forêt redevint simplement une forêt normale. Les professeurs se réunirent avec nous après le petit déjeuner. Ils avaient l'air épuisés, inquiets. « Ce que vous avez entendu hier soir, commença M. Valdez, n'est pas la première fois que cela se produit.
Cela arrive occasionnellement dans cette région. Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Certains l'appellent phénomène acoustique, illusion causée par des conditions atmosphériques spécifiques. D'autres croient que c'est quelque chose de plus. Les enfants disparus, demandai-je. Sont-ils eux? Je ne sais pas. Mais la règle reste la même, ne les suis pas. Les gens qui ont suivi ces voies, certains ne reviennent jamais, d'autres reviennent mais changés, comme piégés dans une sorte de transe dont ils ne se remettent jamais complètement. Nous devrions partir, dit le professeur Rivera, faire nos valises et retourner à Quito. Mais M. Valdez secoua la tête. Si nous partons maintenant, si nous laissons cela nous effrayer, nous leur donnons du pouvoir. De plus, pendant la journée, ils sont complètement inoffensifs. Ils ne sont actifs que la nuit. Comment sais-tu autant de choses à ce sujet? Demanda Daniela avec suspicion. Monsieur Valdez hésita. Parce que j'étais dans un camp ici il y a 20 ans, et j'ai aussi entendu les voix, et j'ai vu ce qui est arrivé à ceux qui les ont suivis. Un lourd silence tomba sur le groupe. Finalement, nous avons décidé de rester, mais avec des précautions extrêmes. Cette nuit-là, nous dormirions tous dans une grande tente commune. Les professeurs feraient des rondes, et personne, absolument personne, ne sortirait de la tente, peu importe ce qu'il entendait. Le jeudi s'est déroulé sans incident. Nous avons fait des activités pendant la journée, essayant de maintenir la normalité. Mais nous étions tous nerveux, regardant constamment vers la forêt, attendant que la nuit tombe. Quand il a finalement fait sombre, nous sommes tous entrés dans la grande tente. 20 étudiants plus 3 professeurs, tous entassés. C'était inconfortable, mais personne ne se plaignait. Il y avait de la sécurité dans les nombres. À minuit, cela a recommencé. Les rires, les chants, les lumières dansant entre les arbres. Mais cette fois, c'était différent. Les voix semblaient plus proches et plus insistantes. « Nous savons que vous êtes là », chantait-elle. « Nous pouvons les sentir, nous pouvons les ressentir. Pourquoi ne sortez-vous pas? Nous voulons juste jouer. » Puis ils ont commencé à nous appeler par nos noms, des noms qu'ils ne devraient pas connaître. « Miguel » appela une voix douce d'enfant. « Miguel, viens, nous t'avons attendu. Nous te montrons des choses merveilleuses. » Miguel tremblait à mes côtés, se bouchant les oreilles. « Je ne peux pas résister beaucoup plus. Ils veulent que j'y aille. »« Daniela » appela une autre voix. « Ton petit frère est ici, il veut te voir. » Daniela sanglota. Son petit frère était mort 2 ans auparavant dans un accident. C'est impossible. Il ne peut pas être là. Andrea, Carlos, Fernanda, Thomas. Chacun de nos noms fut appelé, et avec chaque nom, la tentation de sortir grandissait de plus en plus. Et alors les voix changèrent de tactique. Elles commencèrent à sonner effrayées. « Veuillez nous aider », pleurait-elle. « Nous sommes perdus. Nous avons froid. Nous avons peur. S'il vous plaît, nous avons juste besoin que quelqu'un nous guide de retour. Il y a quelque chose dans la forêt qui nous poursuit, » cria une voix d'enfant avec une terreur authentique. « S'il vous plaît, adultes, aidez-nous. Il va nous attraper. » C'était déchirant. Chaque instinct humain criait que nous devions aider. Ceux étaient des enfants effrayés. Comment pouvions-nous rester là sans rien faire? Andrea se leva. « Je ne peux pas rester ici pendant que des enfants sont en danger. Je ne peux pas. » Le professeur Rivera l'a saisi. « Ce ne sont pas de vrais enfants. C'est un piège. »« Comment sais-tu ça ?» pleura Andrea. « Et s'ils sont réels et que nous les abandonnons ?»« Parce que j'ai déjà vu ça, » dit M. Valdez d'une voix fatiguée. « Il y a 20 ans, un élève est sorti pour aider les voix. Nous l'avons trouvé 3 jours plus tard au fond des bois. Il était vivant mais vide. Comme si quelque chose avait enlevé tout ce qui le rendait humain. Il n'a jamais reparlé. Il n'a jamais reconnu personne. Il a passé le reste de sa vie dans une institution mentale, chantant ces mêmes chansons que nous entendons maintenant. Nous sommes tous restés figés. Monsieur Valdez n'avait jamais raconté cette partie de l'histoire. Les voix ont continué toute la nuit. Suppliques, menaces, promesses, chaque tactique imaginable pour nous faire sortir. Certains étudiants pleuraient, d'autres priaient. Miguel a dû être sédaté avec des médicaments que le professeur Rivera apportait pour les urgences car il était au bord d'une crise psychotique. Mais nous avons tenu bon. Personne n'est sorti. Et quand le jour s'est levé, la forêt est redevenue silencieuse. « Nous y allons », déclara M. Valdez. « Aujourd'hui, je ne vais pas risquer une autre nuit ici. » Personne n'a argumenté.
Nous avons emballé le campement en un temps record et avons commencé la marche de retour vers l'endroit où le bus nous attendait. Mais pendant que nous emballions, j'ai trouvé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Devant notre tente, sur le sol, il y avait des empreintes de petits pieds, d'enfants, formant un cercle complet autour de l'endroit où nous avions dormi. Ils avaient été là, juste à l'extérieur, toute la nuit, attendant. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste pris une photo avec mon téléphone portable et me suis dépêché de suivre le groupe. Le chemin de retour devait prendre 3 heures, mais cela nous a pris presque 5. La forêt semblait différente. Les sentiers que nous avions utilisés pour entrer n'étaient en plus clairs. Nous nous sommes perdus plusieurs fois. C'était comme si la forêt ne voulait pas nous laisser partir. Et nous continuions à entendre des choses. Des rires lointains, des chants, de petits pas nous suivant mais toujours hors de vue. Finalement, quand le soleil commençait à se coucher et que nous commençons à paniquer à l'idée de devoir passer une autre nuit dans la forêt, nous avons trouvé le chemin. Nous sommes arrivés au bus, juste au moment où il faisait sombre. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir la civilisation. Nous sommes tous montés dans le bus en silence, épuisés, traumatisés. Le voyage de retour à Quito a été silencieux. Personne ne parlait. Nous regardions tous par les fenêtres, espérant voir de petites silhouettes suivant le bus. Mais nous n'avons rien vu. Une fois sortis de la réserve, la sensation d'être observés a disparu. Quand nous sommes arrivés à l'école, nos parents nous attendaient, inquiets parce que nous arrivions en retard. Les professeurs leur ont dit qu'il y avait eu des complications logistiques, mais que nous allions tous bien. Mais nous n'allions pas bien, surtout Miguel. Dans les jours suivants, Miguel se détériora. Il cessa de manger, il cessa de dormir. Il ne faisait que s'asseoir à regarder par la fenêtre, murmurant sur les enfants qui l'appelaient encore. Ses parents l'emmenèrent chez des médecins, des psychologues, des psychiatres. Personne ne pouvait l'aider. 1 mois après le camp, Miguel a disparu. Il est sorti de chez lui au milieu de la nuit et n'est jamais revenu. La police a cherché pendant des semaines. Ils ont finalement trouvé ses vêtements près de l'entrée de la même réserve où nous avions campé. Mais il n'a jamais été retrouvé. Je savais ce qui s'était passé. Il était revenu. Les voix l'avaient enfin convaincu. Il était revenu jouer avec les enfants de la forêt. Andrea et Fernanda ont également été affectés. Andrea a développé une phobie sévère des espaces ouverts, en particulier des zones avec des arbres. Fernanda a commencé à avoir des cauchemars constants sur des enfants qui la poursuivaient. Le reste d'entre nous a porté le traumatisme de différentes manières. Daniela a déménagé dans une autre ville et a coupé tout contact avec tous ceux qui étaient au camp. Carlos est devenu obsédé par l'étude du phénomène, cherchant des explications scientifiques ou historiques. Moi, j'essaie simplement d'oublier, mais je ne peux pas oublier complètement. Parce que parfois, surtout lors des nuits silencieuses, je peux les entendre. Faibles, lointains, mais là, les rires, les chants, et mon nom murmuré comme une invitation. J'ai enquêté sur les enfants disparus que M. Valdez avait mentionnés. J'ai trouvé des références dans des archives de vieux journaux. En 1957, 20 enfants d'une communauté rurale ont disparu au cours d'une semaine. Un par un, ils sortaient la nuit et ne revenaient jamais. Les recherches n'ont rien trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose. Ce n'était pas le seul incident. Tous les 20 ou 30 ans depuis 1920, il y avait des rapports de disparition dans cette région. Toujours des enfants, toujours en groupe, toujours sans trace. Et les survivants, ceux qui étaient proches mais n'ont pas disparu, rapportaient tous la même chose. Des voix, des rires, des lumières dans les bois, des appels irrésistibles. C'est comme s'il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose d'ancien, quelque chose qui collectionne des enfants, ou qui se nourrit d'eux, ou qui les transforme en quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement ce que sont ces enfants que nous avons vus, s'ils sont les esprits des disparus, piégés et contraints d'attirer d'autres victimes, ou s'ils sont quelque chose de plus primordial, quelque chose qui existait avant qu'il y ait des humains dans ces forêts, quelque chose qui imite simplement la forme d'enfant parce qu'il a appris que c'est le meilleur piège. Ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours là, en attente, jouant, chantant, cherchant de nouveaux compagnons pour leur jeu éternel. Et parfois je me demande, Miguel regrette-t-il, à un niveau conscient, piégé avec ces êtres, regrette-t-il d'avoir cédé à leurs appels ? Ou est-il tellement perdu dans ce qu'ils sont maintenant qu'il ne se souvient plus de ce que c'était d'être humain ? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste des avertissements. Si jamais vous êtes dans une forêt la nuit,
et que vous entendez des voix d'enfants. Si vous entendez des rires là où il ne devrait pas y avoir d'enfants. Si vous voyez des lumières danser entre les arbres et de petites ombres jouer dans l'obscurité, ne les suivez pas. Peu importe à quel point cela semble réel. Peu importe à quel point les supplications sont convaincantes. Peu importe s'ils utilisent les noms de personnes que vous connaissez ou aimez. Éloignez-vous. Sortez de la forêt. Et ne regardez pas en arrière. Parce que les enfants de la forêt sont patients. Ils peuvent attendre. Et s'ils réussissent à attirer votre attention, s'ils parviennent à planter cette graine de curiosité ou de compassion dans votre esprit, ils ne vous laisseront jamais partir complètement. Ils seront toujours là, au fond de votre conscience, chuchotant, appelant, attendant le moment où votre volonté sera suffisamment faible. Attendant que vous reveniez jouer avec eux. Pour toujours. C'était l'histoire que Thomas m'a partagée. Miguel n'a jamais été retrouvé et est officiellement toujours porté disparu. Thomas m'a dit qu'il n'est jamais retourné camper et qu'il évite complètement les forêts denses. Il dit que les voix sont devenues plus faibles au fil des ans mais n'ont jamais complètement disparu. Si jamais tu as entendu quelque chose de similaire dans une forêt, des voix ou des rires qui n'avaient pas d'explication, laisse-le dans les commentaires. Ces histoires de lieux qui piègent les gens m'intéressent profondément. Si tu as aimé ce récit, abonne-toi pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et souviens-toi que toutes les voix dans la forêt ne sont pas ce qu'elles semblent être. On se retrouve la prochaine fois. J'ai reçu ce témoignage d'Andrea, une abonnée qui travaille comme infirmière dans un hôpital de la ville. Quand j'ai lu son message, j'ai dû le relire 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Si toi aussi tu as quelque chose à raconter, quelque chose qui t'est arrivé et que tu ne peux pas expliquer, laisse-le moi dans les commentaires. Cela m'émeut chaque fois que vous partagez vos expériences avec moi. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qu'Andrea a vécu pendant ses nuits de garde dans le service de pédiatrie. Une expérience qui l'a amenée à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie et la mort. Je travaille comme infirmière depuis 11 ans, mais ce qui m'est arrivé il y a 2 ans m'a fait sérieusement envisager de quitter cette profession pour toujours. Je ne l'ai pas encore fait, car au fond, je sais que les enfants ont besoin de moi. Mais il y a des nuits où j'ai du mal à entrer dans cet hôpital, sachant ce que je sais maintenant. Tout a commencé en octobre. Je travaillais dans le service de pédiatrie de l'hôpital général San Rafael, un vieux bâtiment au centre de la ville construit dans les années 40. C'était un lieu chargé d'histoire, et tout n'était pas agréable. Pendant la guerre, il avait servi de morgue temporaire. Puis, dans les années 70, un incendie dans l'aile avait tué 17 patients. Mais ce n'étaient que des histoires, des légendes urbaines que les employés les plus anciens racontaient pour effrayer les nouveaux. C'est ce que je pensais. Le service de pédiatrie était au 3e étage. C'était une grande zone divisée en chambres individuelles et une salle commune pour les cas moins graves. Pendant la nuit, l'équipe se réduisait à 2 infirmières, un résident de garde et quelques aides-soignants. Le silence dans ces couloirs était presque absolu, à peine troublé par le bip occasionnel des moniteurs et les pas feutrés sur le linoléum usé. La première fois que je l'ai vu, c'était un mardi. Il était 3 heures du matin, cette heure où le monde semble suspendu entre l'éveil et le sommeil. Je terminais ma ronde de vérification, m'assurant que chaque enfant dormait paisiblement, que les goutteurs fonctionnaient correctement, que les niveaux d'oxygène étaient stables. Je suis entré dans la chambre 307. C'était une chambre individuelle occupée par un garçon de 7 ans, nommé Matteo. Il était arrivé 3 jours plus tôt avec une pneumonie sévère et répondait bien au traitement. Je l'ai trouvé endormi, sa petite poitrine montant et descendant avec un rythme constant. J'ai vérifié ses signes vitaux sur le moniteur. Tout était normal. C'est en me retournant pour sortir que je l'ai vu. Il y avait une femme debout près de la fenêtre. Elle était de dos, regardant vers l'obscurité extérieure. Elle portait ce qui semblait être une longue robe sombre, et ses cheveux noirs tombaient raides jusqu'au milieu de son dos. Ma première pensée fut que c'était un membre de la famille de l'enfant qui avait réussi à se faufiler après l'heure des visites. Cela arrivait parfois. Des mères désespérées qui soudoyaient sur les gardes de sécurité ou trouvaient des fenêtres ouvertes. « Excusez-moi », dis-je à voix basse pour ne pas réveiller Matteo. « Les visites ont pris fin à 9 heures. Vous allez devoir... » Elle se retourna,
Et elle n'avait pas de visage. Je veux dire, elle avait la structure d'un visage, la forme d'une tête, les cheveux l'encadrant, mais là où devaient être les yeux, le nez, la bouche, il n'y avait qu'une surface lisse et blanche, comme de la porcelaine non peinte. Je criais, je ne pus m'en empêcher. Un cri court et aigu qui réveilla instantanément Matteo. L'enfant se redressa dans le lit, effrayé et désorienté. « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix ensommeillée. Je clignai des yeux et la femme avait disparu. La fenêtre était fermée, la chambre était vide sauf pour Matteo et moi. « Rien, chérie », réussis-je à dire, forçant un sourire tandis que mon cœur martelait dans ma poitrine. Je me suis juste effrayé à cause d'une ombre. « Rendors-toi ». Je réajustai les couvertures avec des mains tremblantes et sortis de la chambre. Dans le couloir, je m'appuyai contre le mur, essayant de retrouver mon calme. Qu'est-ce que c'était que ça? Une hallucination? La fatigue me jouait-elle des tours? Mariana, l'autre infirmière de service, me trouva là. « Ça va ?» Je t'ai entendu crier. Je pensais avoir vu quelque chose, quelqu'un, mais il n'y avait personne. Mariana me regarda avec une expression étrange. Puis, elle baissa la voix. « Dans quelle chambre ?»« La 307, avec l'enfant Matteo. » Elle pâlit visiblement. « Andrea, cette chambre a une histoire. » Elle me conduisit à la salle des infirmières, nous servit du café de la cafetière éternellement allumée et me raconta. Il y a 20 ans, la chambre 307 avait été occupée par une petite fille de 8 ans nommée Sofia. Elle était entrée avec une leucémie avancée. Sa mère, une femme nommée Elena Morales, vivait pratiquement à l'hôpital, refusant de laisser sa fille seule un instant. Mais les traitements n'ont pas fonctionné. Sofia a rapidement empiré. Les médecins ont dit à Elena que c'était une question de jours, peut-être d'heures. La recommandation était de la garder à l'aise, de la laisser partir en paix. Elena n'a pas pu l'accepter. Elle a commencé à se comporter de manière étrange, m'a raconté Mariana, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de café. Elle apportait des choses bizarres à l'hôpital, des bougies noires, des herbes qui sentaient horribles, des flacons avec des liquides dont nous n'avons jamais su ce que c'était. Les infirmières ont essayé de l'arrêter, mais elle suppliait. Elle disait qu'elle voulait juste que sa fille se sente mieux. Une nuit, Elena a été trouvée dans la chambre en train de réaliser une sorte de rituel. Elle avait dessiné des symboles sur le sol avec ce qui semblait être du sang. Plus tard, il a été confirmé que c'était son propre sang, et elle récitait des mots dans une langue que personne ne reconnaissait. Sofia était allongée immobile sur le lit, à peine en train de respirer. Le personnel de sécurité l'a évacuée de force. On lui a interdit l'entrée à l'hôpital. Sofia est morte 2 jours plus tard, seule, sans sa mère. Et la mère ? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sache déjà la réponse. Elle s'est suicidée, cette même nuit. Elle s'est jetée du toit de l'hôpital, du 7e étage. Mariana a fait une pause. Mais avant de mourir, elle a crié quelque chose que tous les présents se souviennent. Je ne partirai pas sans elle. Je ne partirai jamais sans elle. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Et tu crois que ce que j'ai vu était... Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Plusieurs infirmiers et médecins ont rapporté avoir vu une femme en robe sombre dans cette chambre au fil des ans. Toujours de dos. Et quand elle se retourne, Mariana n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je voulais penser que c'était une histoire pour effrayer la novice, même si cela faisait des années que je travaillais ici. Je voulais croire que ce que j'avais vu était le produit de mon imagination. Mais au fond, je savais que c'était réel. Trop réel. J'ai demandé à ne pas être assigné à cette chambre le reste de la nuit. Ma superviseure, remarquant mon état, a accepté sans poser de questions. Mais la femme sans visage n'est pas restée dans la chambre 307. La prochaine fois que je l'ai vue, c'était une semaine plus tard. Je faisais ma ronde de 4 heures du matin quand je l'ai trouvée dans la salle commune, où nous avions 5 enfants en convalescence après des opérations mineures. Elle se tenait entre 2 lits, immobile, la tête penchée comme si elle observait les enfants dormir. Cette fois, je n'ai pas crié. La terreur m'a complètement paralysé. Je suis resté à la porte, l'observant, incapable de bouger ou de faire un bruit. Elle a lentement tourné la tête vers moi, ce visage blanc et lisse. Et bien qu'elle n'ait pas d'yeux, je savais qu'elle me regardait. Je pouvais sentir son regard, lourd et froid comme la glace. Puis, sans aucun mouvement de transition, elle a simplement cessé d'être là. Une seconde, elle était là, la suivante, non. J'ai vérifié frénétiquement les enfants. Tous dormaient profondément, leurs signes vitaux normaux. Aucun ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Mais moi, je l'avais remarqué, et je savais que cela ne s'arrêterait pas. J'ai commencé à enquêter,
J'ai passé mes jours de congé à la bibliothèque municipale, à chercher des informations sur Elena Morales et sa fille Sofia. J'ai trouvé des articles de journaux sur sa mort, des photographies floues d'Elena escortée hors de l'hôpital. Sur l'une des photos, on pouvait voir son visage, émacié, cerné, avec une expression de désespoir absolu. Mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose d'obscur et de déterminé, le regard de quelqu'un qui avait franchi une ligne de non-retour. J'ai également trouvé des informations sur la chambre de l'hôpital. Il s'est avéré qu'avant d'être un hôpital, le bâtiment avait été un orphelinat. Et avant cela, au XIXe siècle, c'était une maison privée où, selon les archives historiques, plusieurs morts inexplicables d'enfants avaient eu lieu. L'endroit avait des couches de tragédie, des décennies de douleur accumulées dans ses murs. J'ai consulté un prêtre. Le père Miguel, un homme âgé qui avait travaillé comme aumônier à l'hôpital pendant des années, m'a écouté avec patience. J'ai béni cette chambre 3 fois au cours des 20 dernières années, m'a-t-il dit, secouant la tête avec regret. Mais elle revient toujours. Il y a quelque chose dans l'amour d'une mère qui transcende même la mort. Et quand cet amour se corrompt, quand il se mélange au désespoir et aux arts sombres, il soupira. Je ne sais pas si cela peut être arrêté. Que veut-elle? Pourquoi continue-t-elle à apparaître? Elle cherche sa fille. Ou elle cherche à la remplacer. Les esprits confus ne distinguent souvent pas. Pour elle, chaque enfant malade dans cet hôpital pourrait être Sofia. Chacun est une opportunité de... je ne sais pas. De rédemption? De compléter ce qui a été commencé? Il est difficile de savoir ce qui passe par l'esprit de quelque chose qui n'est plus complètement humain. Ces mots me poursuivaient. Elle cherche à la remplacer? L'idée m'horrifiait. Que se passerait-il si elle trouvait un enfant suffisamment faible, suffisamment vulnérable? Que pourrait-elle faire? 2 semaines plus tard, un nouveau patient est arrivé. Une fille de 8 ans, le même âge que Sofia quand elle est morte, atteinte de leucémie. Elle s'appelait Camila. Quand j'ai vu son dossier, j'ai senti mon estomac se nouer. Les similitudes étaient trop nombreuses pour être une coïncidence. Le même âge, la même maladie. Elle ressemblait même physiquement à Sofia selon les vieilles photos que j'avais trouvées. Cheveux châtains, grands yeux, silhouette mince. Et bien sûr, elle a été assignée à la chambre 307. Le suppliant a demandé à ma superviseure de la changer de chambre. J'ai inventé des excuses, des problèmes avec l'équipement, des fuites au plafond, n'importe quoi. Mais l'hôpital était plein et il n'y avait pas d'autres chambres individuelles disponibles. Camila avait besoin d'isolement en raison de son système immunitaire compromis. C'est juste une chambre, Andrea, m'a dit ma superviseure avec exaspération. Je sais que des histoires circulent, mais ce ne sont que ça. Des histoires. Concentre-toi sur ton travail. Je ne pouvais pas lui expliquer. Ça sonnerait fou. Peut-être que je l'étais déjà. La première nuit de Camila à l'hôpital, je me suis porté volontaire pour un tour supplémentaire. Je n'allais pas laisser cette fille seule avec ce qui rôdait dans cette chambre. La mère de Camila, une femme nommée Patricia, était avec elle. Elle avait l'air épuisée, détruite par l'inquiétude. Elle me rappelait tellement les photos d'Elena que ça me faisait mal de la regarder. « Ma fille va-t-elle bien ?» m'a-t-elle demandé, ses yeux suppliants cherchant une réponse que je ne pouvais pas lui donner. « Nous ferons tout notre possible », fut tout ce que j'ai pu dire. À 10h du soir, Patricia est finalement partie. Je lui ai promis que j'appellerais s'il y avait le moindre changement. Camila dormait, sédatée par les médicaments. Son petit corps semblait fragile sous les couvertures de l'hôpital. Je me suis assis sur une chaise à côté de son lit. Je n'allais pas bouger de toute la nuit. Les heures passaient lentement. 11, 12, 1h du matin. L'hôpital était plongé dans ce silence particulier des heures matinales, quand même le personnel de nuit semble se déplacer au ralenti. À 3h15, toujours autour de 3h, je me suis rendu compte, j'ai senti que la température dans la chambre baissait. Mon souffle est devenu visible dans l'air. Les moniteurs de Camila ont clignoté brièvement, et elle est apparue. Cette fois, elle n'était pas à côté de la fenêtre. Elle était directement de l'autre côté du lit, regardant Camila. Sa tête sans visage inclinée à un angle qui suggérait de la tendresse, de la curiosité. Je me suis levé lentement, me plaçant entre elle et la petite fille. « Non !» ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. « Tu ne peux pas la voir. Ce n'est pas ta fille. » La femme sans visage est restée immobile. Puis, lentement, elle a levé une main. Ses doigts étaient longs, trop longs.
avec des articulations qui se pliaient à des angles incorrects. Il voulut atteindre Camilla. Il étendit cette main horrible sur mon épaule, se dirigeant vers la petite fille endormie. « Non !» criai-je, saisissant son poignet. C'était une erreur. Au moment où je touchais sa peau, froide comme de la glace, avec une texture qui n'était ni peau ni tissu, mais quelque chose d'intermédiaire, tout changea. Tout à coup, je n'étais plus dans la chambre d'hôpital. J'étais dans un autre endroit. Sombre, froid. Je pouvais entendre des cris lointains, des cris d'enfants, des cris de douleur et de peur. Et au milieu de cette obscurité, je vis Elena Morales. Pas la version sans visage et corrompue. La vraie femme, piégée quelque part entre la vie et la mort. Elle était à genoux, pleurant, ses mains tendues vers l'avant. Devant elle se trouvait une porte fermée, et de l'autre côté de cette porte, je pouvais entendre la voix faible d'une petite fille appelant maman. « Je ne peux pas l'atteindre !» sanglotait Elena. « J'ai fait le rituel, j'ai payé le prix, mais quelque chose a mal tourné. Elle est piégée et je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas. » Sa tête s'est tournée vers moi, et ses yeux, complètement noirs, sans blanc du tout, me perçaient avec intensité. « Aide-moi, s'il te plaît, je veux juste être avec ma fille. Je veux juste qu'elle aille bien. » Est-ce trop demandé ? Puis, cet endroit sombre s'est désintégré et je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital. J'étais par terre, tremblant, avec Mariana et le résident de garde penché sur moi. « Andrea, que s'est-il passé ? Nous t'avons trouvée inconsciente, » disait Mariana, son visage plein d'inquiétude. « La femme, où est-elle ? Il n'y a personne ici, juste toi et la petite. Quelle femme ? » J'ai regardé Camilla. Elle dormait toujours, mais ses signes vitaux montraient quelque chose d'étrange. Sa température avait baissé de 2 degrés. Son rythme cardiaque était plus lent que la normale. « Quelque chose lui arrive, » dis-je, me levant avec effort. « Nous devons faire quelque chose, maintenant. » Le résident a examiné Camilla, a froncé les sourcils, a ordonné des tests supplémentaires. Au cours des 2 heures suivantes, l'état de la fille s'est progressivement stabilisé, mais cela avait été proche, trop proche. J'ai alors compris ce qui se passait. Elena, ou ce qu'il en restait, ne cherchait pas activement à blesser les enfants. Mais sa simple présence, son énergie corrompue et non morte, les drainait. Elle se nourrissait d'eux sans s'en rendre compte, cherchant la force pour compléter son rituel raté, pour atteindre sa fille de l'autre côté de cette porte dans l'obscurité. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Le lendemain, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'aider. Pas un prêtre cette fois. Quelque chose me disait que les bénédictions traditionnelles ne fonctionneraient pas ici. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne les rituels, les pactes sombres, comment défaire ce qu'Elena avait fait. J'ai rencontré une femme nommée Béatrice par l'intermédiaire d'un ami d'un ami. C'était une guérisseuse, bien qu'elle préférait le terme « travailleuse spirituelle ». Elle vivait en périphérie de la ville dans une petite maison pleine de bougies, d'herbes suspendues au plafond et d'étagères de bocaux avec des contenus qu'elle préférait ne pas identifier. Je raconte tout. Je m'attendais à ce qu'il rie ou me dise que j'étais folle. Au lieu de cela, il hocha la tête gravement. « Un rituel de lien forcé », dit-il. Elle a essayé d'attacher l'âme de sa fille à ce monde en utilisant son propre sang et sa vie comme encre. Mais le rituel nécessite que les 2 parties soient vivantes pour fonctionner correctement. Lorsque la fille est morte en premier, cela a créé un déséquilibre. Elena est restée coincée au milieu, ni vivante ni morte. Et sa fille est quelque part au-delà, mais elle ne peut pas avancer car elle est attachée à sa mère. Comment le défaire ? Il faut compléter le rituel, donner à Elena ce qu'elle cherche, retrouver sa fille, mais le faire correctement cette fois, de manière à ce que toutes 2 puissent reposer en paix. Béatrice m'a donné des instructions spécifiques. J'avais besoin de certaines herbes, de bougies de couleurs spécifiques et de quelque chose de personnel d'Elena. Cette dernière a été la plus difficile à obtenir, mais j'ai finalement réussi à me procurer une bague qui avait été trouvée sur son corps après le suicide et qui était conservée dans les effets non réclamés de l'hôpital. La nuit choisie était un vendredi. La chambre 307 était temporairement vide. Camilla avait été transférée dans une autre aile pour des procédures supplémentaires. J'avais la chambre pour moi seul depuis minuit, jusqu'à 6 heures du matin, lorsque le service de jour commencerait. Béatrice m'a accompagné. Ensemble, nous avons dessiné un cercle sur le sol en utilisant du sel mélangé avec des cendres. Nous avons placé des bougies aux points cardinaux, des bougies blanches pour le nord et le sud, noires pour l'est et l'ouest. Au centre du cercle, nous avons mis la bague d'Elena,
ainsi qu'une photographie de Sofia que j'avais trouvée dans les archives de l'hôpital. Quand elle apparaîtra, m'a instruite Béatrice, ne sors pas du cercle, peu importe ce que tu vois ou entends. Le cercle te protégera. Mon travail est de lui ouvrir un chemin, mais elle doit choisir de le prendre. Nous ne pouvons pas la forcer. À 3h15 du matin, les bougies vacillèrent, bien qu'il n'y ait pas de courant d'air. La température descendit jusqu'à ce que notre souffle forme des nuages épais. Et elle est apparue, juste au centre du cercle, entre l'anneau et la photographie. Pour la première fois, elle ne nous tournait pas le dos. Elle nous faisait face directement, ce visage lisse et sans traits dirigé vers nous. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, moins menaçante, plus perdue. Béatrice a commencé à parler, pas en espagnol, mais dans une langue que je ne reconnaissais pas, des mots qui sonnaient anciens et puissants. À chaque mot, les bougies brillaient plus intensément. L'anneau au centre du cercle a commencé à émettre une lumière douce. La femme sans visage s'est penchée, prenant l'anneau avec ses doigts horriblement longs. Elle l'a tenu près de l'endroit où devrait se trouver son cœur. Alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. Son visage a commencé à changer. Les traits ont commencé à apparaître progressivement, comme s'ils étaient dessinés par une main invisible. Des yeux pleins de larmes, un nez, une bouche courbée dans une expression de douleur insupportable. Elena Morales, enfin avec un visage à nouveau, nous a regardés. Et elle a parlé. « Où est ma petite fille ? J'ai besoin de trouver ma petite fille. » « Elle t'attend, » dit Béatrice doucement, en pointant vers un point dans l'air où, inexplicablement, elle pouvait voir quelque chose. Une lumière, une ouverture, et dans cette ouverture, à peine visible, la silhouette d'une petite fille. Elena vit sa fille et sanglota. Elle tendit ses mains vers la lumière, mais hésita. « Les enfants, » murmura-t-elle. « J'ai blessé les enfants, j'ai pris d'eux. Mon Dieu, qu'ai-je fait ?»« Tu ne le savais pas, » lui dis-je, retrouvant ma voix. « Tu étais perdue, confuse. Mais maintenant tu peux y aller. Tu peux être avec Sofia. Elles peuvent se reposer ensemble. » Elena me regarda, ses yeux, maintenant complètement humains, pleins de remords. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. »« Je sais. Elle te pardonne. Maintenant, vas-y. » Elena se tourna vers la lumière. L'ouverture devint plus grande, plus brillante. Et dedans, Sofia, une fille de 8 ans avec des cheveux châtains et un doux sourire, tendit ses bras vers sa mère. « Maman !» Sa voix était claire comme une cloche, pleine de joie. Elena a couru. Littéralement, elle a couru vers cette lumière, vers sa fille. Elles se sont embrassées, deux figures fusionnant en une seule au milieu de cette luminosité aveuglante. Et puis, la lumière s'est estompée. Les bougies se sont toutes éteintes en même temps. La pièce est revenue à une température normale. Le cercle de sel s'était désintégré en une fine poussière. Béatrice et moi sommes restées silencieuses pendant un long moment. Puis elle a soupiré, fatiguée mais satisfaite. Elles sont parties, toutes les deux. Elles peuvent enfin reposer. Elle avait raison. Depuis cette nuit, je n'ai jamais revu la femme sans visage. La chambre 307 semblait différente, plus légère, plus chaleureuse. D'autres membres du personnel ont commenté que quelque chose avait changé, bien qu'ils ne savaient pas quoi. Camilla s'est rétablie. Son traitement a fonctionné mieux que prévu. 6 mois plus tard, elle était en rémission. Sa mère m'envoie des photos de temps en temps. Une petite fille souriante jouant dans un parc, courant sur la plage, vivant la vie que Sofia n'a jamais pu avoir. Parfois, je pense à Elena et à son amour désespéré qui est devenu quelque chose d'obscur. Je pense à la façon dont la perte peut corrompre même les sentiments les plus purs. Je pense à la ligne fine entre l'amour et l'obsession, entre vouloir sauver quelqu'un et détruire tout dans l'effort. Mais je pense aussi à ce moment final, lorsque mère et fille se sont enfin réunies, à la paix que j'ai vue dans les yeux d'Elena avant que la lumière ne les emporte. Et j'aime croire que, où qu'elles soient maintenant, elles sont ensemble et heureuses. J'ai continué à travailler à l'hôpital, dans le service de pédiatrie. Parfois, on m'assigne même la chambre 307, et cela ne me fait plus peur. C'est juste une chambre maintenant, pleine d'enfants qui ont besoin de soins et de guérison. Mais j'ai appris quelque chose d'important de tout cela. L'amour est la force la plus puissante qui existe. Il peut transcender la mort, briser les lois de la nature, ouvrir des portes entre les mondes. Mais il peut aussi se corrompre, devenir toxique, destructeur. Le véritable amour, l'amour sain,
est celui qui sait quand lâcher prise, celui qui peut dire au revoir quand c'est nécessaire, celui qui peut laisser partir, même quand cela fait plus mal que n'importe quoi d'autre au monde. Elena n'a jamais appris cela de son vivant. Mais à la fin, quand elle a eu la chance d'être à nouveau avec sa fille, elle l'a compris. Et cette compréhension finale l'a libérée. Elles ont toutes les deux été libérées. Et c'est ainsi que se termine le témoignage d'Andrea. Elle continue de travailler dans cet hôpital jusqu'à ce jour, s'occupant des enfants qui en ont tant besoin. Si cette histoire t'a ému, ou si tu connais quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé et a vécu quelque chose d'inexplicable, j'aimerais que tu le partages dans les commentaires. Ces expériences nous rappellent qu'il y a plus dans ce monde que ce que nous pouvons voir. Et si tu apprécies ce type de contenu, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte de nouvelles histoires qui valent la peine d'être écoutées. Repose-toi bien cette nuit et nous nous retrouvons dans la prochaine histoire. Cette expérience m'a été racontée par Laura, une architecte qui vit à Montevideo, en Uruguay. Elle m'a écrit après avoir regardé plusieurs vidéos de la chaîne et m'a dit qu'elle était enfin prête à raconter ce qui lui était arrivé lorsqu'elle travaillait à la restauration d'un bâtiment abandonné. Si tu as déjà pénétré dans des lieux oubliés, des bâtiments vides où le temps semble s'être arrêté et que tu as eu le sentiment de ne pas être seul, partage ton histoire dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont certains espaces semblent retenir l'énergie, les souvenirs, les présences. Avant de commencer, si tu apprécies ce contenu et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Maintenant, voici l'histoire de Laura et du bâtiment qui n'aurait jamais dû être restauré. Je m'appelle Laura et je suis architecte spécialisé dans la restauration de bâtiments historiques. J'ai 39 ans et je travaille dans cette profession depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des dizaines de projets, anciennes demeures, théâtres abandonnés, hôtels désaffectés. Je suis habitué aux lieux anciens, poussiéreux, pleins d'histoires. J'adore mon travail précisément pour cela. Chaque bâtiment a une histoire à raconter. Mais il y a un bâtiment qui m'a fait remettre en question si certaines histoires devraient me rester enterrées. Tout a commencé en mars 2023. Un promoteur immobilier m'a contacté pour évaluer un bâtiment dans le quartier de Cordon, en plein centre de Montevideo. C'était un bâtiment art déco de 7 étages, construit en 1936, qui était abandonné depuis le début des années 90. 30 ans sans aucun entretien. Le développeur voulait en faire des appartements de luxe. Mon travail consistait à évaluer la structure, déterminer ce qui pouvait être sauvé, ce qui devait être démoli, et concevoir le plan de restauration. Le bâtiment était à l'angle d'une rue passante, mais curieusement, les gens semblaient l'éviter. Ils marchaient sur le trottoir opposé. Les commerces voisins n'occupaient pas les murs mitoyens. C'était comme s'il y avait un espace invisible autour du bâtiment que personne ne voulait traverser. La première fois que je l'ai vu, j'ai compris pourquoi il provoquait cette réaction. Il était magnifique, mais profondément troublant. La façade art déco montrait encore son élégance d'origine. Lignes géométriques, fenêtres arquées, balcons ornés de balustrades en fer forgé. Mais tout était couvert de saleté, de graffitis et de délabrement. Les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois pourri. La porte principale avait été scellée avec des briques. Il y avait autre chose, quelque chose que je ne peux pas expliquer rationnellement. Le bâtiment dégageait une sensation de rejet, comme s'il ne voulait que personne n'entre, comme s'il gardait des secrets qu'il ne voulait pas révéler. Impressionnant, n'est-ce pas ? Dit le développeur, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Roberto. Un joyau architectural gaspillé. Pourquoi est-il resté abandonné si longtemps ? Ai-je demandé. Problème juridique. Des disputes successorales qui ont duré des décennies. Finalement, elles ont été résolues, et nous voilà. Quelqu'un d'autre a-t-il essayé de l'acheter avant ? Roberto hésita. Il y a eu des offres précédentes. Aucune n'a abouti. Mais c'est du passé. Maintenant, c'est à nous et nous avons le feu vert pour le restaurer. Il ne m'a pas dit toute la vérité, je l'ai su plus tard. Mais à ce moment-là, je ne voyais qu'un projet fascinant. Nous avons obtenu les permis nécessaires et commencé l'évaluation. J'ai engagé une petite équipe, 2 ingénieurs structure, un électricien et un plombier. Nous entrerions pendant la journée, ferions nos mesures et évaluations,
et sortirions avant la tombée de la nuit. Le premier jour a été relativement normal. Nous avons cassé le seau de briques à l'entrée principale avec un marteau pneumatique. La porte derrière était rouillée mais intacte. Lorsqu'on l'a finalement ouverte, une odeur d'humidité, de moisi et quelque chose de plus nous a accueillis. Quelque chose de sucré et de pourri que je n'ai pas réussi à identifier. Le hall était spectaculaire. Sol en mosaïque avec des motifs géométriques art déco, bien que couvert de poussière et de débris. Un escalier en marbre montait majestueusement vers les étages supérieurs. Il y avait un vieux ascenseur avec des portes en grille métallique, évidemment hors d'usage après 30 ans. Les murs avaient du papier peint décollé, suspendu en longues bandes. Il y avait des graffitis récents dans certaines zones. Apparemment, des sans-abri étaient entrés par une fenêtre à un moment donné. Mais en général, le bâtiment était remarquablement intact. Nous avons commencé au rez-de-chaussée. C'était un hall d'entrée et des bureaux commerciaux. Nous avons examiné la structure, pris des photos, fait des notes. Tout semblait solide. Le bâtiment était étonnamment bien construit. Alors nous avons entendu quelque chose qui nous a fait arrêter. Un bruit métallique, comme si quelqu'un avait fermé une porte violemment à l'un des étages supérieurs. Clang. Nous nous sommes tous regardés. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ?» a demandé Diego, l'un des ingénieurs. « Ce ne devrait pas, » ai-je répondu. « Nous avons scellé l'entrée après être entrés. Probablement quelque chose qui est tombé, » a dit Marcos, l'autre ingénieur. « Cet endroit est plein de choses lâches. » Nous avons continué à travailler, mais j'étais maintenant en alerte, écoutant. 1 heure plus tard, nous avons entendu des pas, clairs, sans équivoque. Quelqu'un marchant à l'étage supérieur. Le son de chaussures sur le parquet en bois. Tap, 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 tap. D'accord, il y a définitivement quelqu'un ici, a dit l'électricien, Javier. Je vais vérifier, ai dit, en prenant ma lampe de poche. Veux-tu que nous allions avec toi ? A proposé Diego. Non, continuez à travailler. C'est probablement un squatteur qui n'est pas sorti quand nous avons bouché l'entrée. Je leur dirai de partir. Je suis monté les escaliers en marbre. Chaque pas résonnait dans l'espace vide. Les escaliers étaient recouverts de poussière, et je pouvais voir clairement qu'il n'y avait pas de traces récentes, sauf les miennes. Le premier étage avait été composé d'appartements résidentiels. Il y avait un long couloir avec des portes de chaque côté. La plupart étaient ouvertes, révélant des appartements vides avec des meubles anciens couverts de draps, des papiers jaunis éparpillés sur le sol, des bouteilles vides. « Bonjour » ai-je appelé. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» C'est un bâtiment privé. Ils doivent partir. Silence. Je marchais dans le couloir, vérifiant chaque appartement. Tous vides. Il n'y avait aucun signe d'occupation récente. Aucune couverture, aucune trace de feu de camp, aucun déchet frais. S'il y avait des squatteurs, ils étaient repartis depuis longtemps. Mais alors j'ai entendu à nouveau les pas. Cette fois, ils venaient de l'étage supérieur. 2e étage. Tac, 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 tac. Je suis monté au 2e étage. Même disposition, long couloir, appartements de chaque côté, tous vides. Cela n'a pas de sens, murmurait. Les pas ont recommencé. 3e étage. Je commençais à me frustrer. Quelqu'un me jouait-il un tour ? Je suis monté au 3e étage. Rien. 4e étage. Rien. Quand je suis arrivé au 5e étage, je me suis arrêté. Cet étage semblait différent. L'air était plus froid, plus lourd. Et il y avait une odeur. Cette odeur douce et pourrie du hall, mais beaucoup plus forte ici. Le couloir était plus sombre que les autres. Certaines portes étaient refermées. Je marchais lentement, éclairant chaque porte avec ma lampe de poche. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur une des portes, appartement 5C. Il y avait quelque chose gravé dans le bois. Je me suis approché pour mieux voir. Ce étaient des mots, gravés profondément, comme avec un couteau ou un clou. Il disait « N'entrez pas ». Et en dessous, « Elle est encore là ». Une chair de poule m'a parcouru le dos. J'ai essayé de tourner la poignée de l'appartement 5C. Elle était verrouillée. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait arrêter mon cœur. Une voix de femme, chantant. Elle venait de l'intérieur de l'appartement 5C. C'était une berceuse, douce, mélodique, mais il y avait quelque chose de profondément perturbant en elle. La mélodie était correcte, mais le ton était vide, sans émotion, comme un enregistrement en boucle. Dors, dors, mon enfant, dors sans peur. Maman est là, maman sera toujours là. Bonjour, dis-je en frappant à la porte. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ? La chanson s'arrêta brusquement. Silence.
Je m'appelle Laura. Je suis architecte. Ce bâtiment va être restauré. S'il y a quelqu'un qui vit ici, j'ai besoin qu'il sorte. Je peux vous aider à trouver un autre endroit. » Plus de silence. Et puis, une voix. La même voix qui chantait. Mais maintenant, elle semblait différente, plus proche, juste de l'autre côté de la porte. « Tu vas m'emmener voir mon bébé ?» Les mots me glacèrent. « Je ne comprends pas. Quel bébé ? Vous ne pouvez pas emmener mon bébé. Il est à moi. Je m'en occupe. Je le protège. Madame, personne ne va prendre quoi que ce soit. J'ai juste besoin que vous ouvriez la porte. » Un bruit étrange vint de l'autre côté, comme des griffes, des ongles raclant le bois. Je ne peux pas ouvrir. Il m'a enfermé. Il m'a enfermé avec mon bébé. Il a dit que c'était pour notre bien. Mais mon bébé a cessé de bouger. Il a arrêté de pleurer. Et maintenant, je ne fais que dormir. Je chante seul. J'espère seul. Ma main tremblait sur la poignée. Combien de temps est-ce que tu es là-dedans ? Je ne sais pas. Très longtemps. Tellement longtemps. Quelle année sommes-nous ? 2023. Un bruit horrible venait de l'autre côté de la porte. Un gémissement, un sanglot, quelque chose entre rire et pleurs. Tant de temps seul avec mon bébé. Je reculai de la porte. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Je devais sortir. Je devais appeler à l'aide. Je courus vers les escaliers. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu quelque chose qui m'a fait trébucher et tomber. Il y avait une femme debout au début des escaliers. Il était jeune, peut-être 25 ans. Il portait une robe des années 50, décolorée et sale. Ses cheveux étaient longs et en désordre. Et dans ses bras, elle tenait quelque chose enveloppé dans une vieille couverture. Nous nous regardâmes fixement. Ses yeux étaient sombres, creusés, désespérés. « Tu vas m'aider ?» chuchota-t-elle. « S'il te plaît, aide-moi à sortir. Il m'a enfermé il y a si longtemps. »« Qui t'a enfermé ?»« Mon mari. Il a dit que j'étais malade, que le bébé était malade, que nous devions rester ici jusqu'à ce que nous soyons guéris. Mais nous ne nous sommes jamais guéris, et il n'est jamais revenu. » Je fis un pas vers elle, tendant la main. « Je peux t'aider. Viens avec moi. Sortons d'ici. » Elle sourit. Ce fut le sourire le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. « Je ne peux pas sortir. J'ai essayé pendant des années, mais je reviens toujours ici, toujours à l'appartement 5C. Qu'as-tu dans tes bras ?» Elle regarda en bas vers la couverture. Lentement, elle releva un coin pour me montrer ce qu'elle tenait. Ce n'était pas un bébé. C'était un petit squelette. Un squelette d'enfant, soigneusement enveloppé dans la couverture décolorée. J'ai crié. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et quand j'ai crié, elle a disparu. Elle s'est simplement évaporée comme de la fumée. Je suis descendu les escaliers en trébuchant, tombant presque plusieurs fois. Je suis arrivé au rez-de-chaussée où mon équipe travaillait toujours. « Nous devons partir !» ai-je crié. « Maintenant !» Ils m'ont regardé, alarmé par mon état. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ?» « Je ne vais pas bien. Il y a quelque chose de très mauvais dans cet immeuble. Au 5e étage. Appartement 5C. Nous devons appeler la police. »« Laura, calme-toi. Qu'as-tu vu ?» Je leur ai tout raconté. La voix, la femme, le squelette. J'espérais qu'ils penseraient que j'étais folle, mais Diego et Marcos ont échangé un regard significatif. « Nous devons te dire quelque chose, » dit enfin Diego. « Pendant que tu étais en haut, nous avons trouvé ceci. » Il m'a montré un vieux journal qu'ils avaient trouvé parmi les décombres. Il était jauni, cassant, daté de juillet 1957. Le titre disait « Tragédie dans un immeuble de Cordon. Femme et bébé retrouvés morts. » J'ai lu l'article avec des mains tremblantes. Il racontait l'histoire d'une jeune femme, Maria Elena Suarez, âgée de 24 ans, qui vivait dans l'appartement 5C avec son mari et son bébé de 3 mois. Le mari, Roberto Suarez, avait été arrêté pour homicide. Selon l'article, Roberto souffrait de troubles délirants et était convaincu que sa femme et son bébé étaient possédés par des démons. Il les a enfermés dans l'appartement et a emporté la clé. Les voisins ont entendu des cris et des pleurs pendant des jours, mais Roberto leur a dit qu'ils étaient malades et avaient besoin de quarantaine. Lorsque la police est finalement entrée, une semaine plus tard, ils ont trouvé Maria Elena morte de déshydratation et de faim. Le bébé était mort quelques jours auparavant. Maria Elena l'avait continué à bercer, lui chantant, même après sa mort. Roberto a été envoyé dans un hôpital psychiatrique où il est mort des années plus tard. L'appartement 5C n'a jamais été reloué.
Certains disaient que les voisins entendaient chanter pendant la nuit. D'autres disaient qu'ils voyaient une jeune femme regarder par la fenêtre tenant quelque chose dans ses bras. L'immeuble a commencé à se vider progressivement. Les gens ne voulaient plus y vivre. En 1990, le dernier locataire était parti et l'immeuble est resté abandonné. Nous devons ouvrir cet appartement, ai-je dit. Nous devons retrouver ses restes et lui offrir des funérailles appropriées. Nous avons appelé la police. Ils sont venus avec une équipe médico-légale. Ils ont forcé la porte de l'appartement 5C. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé l'histoire du journal. Dans la chambre principale, ils ont trouvé des restes humains. Un squelette adulte sur le lit, blotti en position fétale. Et dans ses bras, les petits restes d'un bébé. Ils étaient là depuis 66 ans, oubliés, piégés. L'affaire a été rouverte en tant qu'enquête historique. Les restes ont été identifiés grâce à des dossiers dentaires et d'autres documents trouvés dans l'appartement. Il s'agissait effectivement de Maria Elena Suarez et de son fils, Martin Suarez. Un enterrement approprié a été organisé. Une tombe commune au cimetière central de Montevideo. Quelques membres de la famille éloignés ont assisté. Des petits-neveux qui connaissaient à peine l'histoire. Moi aussi j'y suis allé. Je sentais que je devais le faire, que je lui devais cela après notre rencontre. Pendant que les cercueils descendaient, j'ai ressenti quelque chose. Une brise chaude sur ma joue, malgré que ce fût une journée sans vent. Et j'ai pu jurer que j'ai entendu un murmure. Merci. Après l'enterrement, le développeur a décidé d'annuler le projet. Il a dit que c'était pour des raisons financières, mais je connaissais la vérité. Le bâtiment avait une histoire sombre trop lourde. Trop de douleur imprégnée dans ses murs. Le bâtiment est toujours là, toujours abandonné, toujours évité par les passants. Mais maintenant, il y a une plaque à l'entrée. Une plaque que j'ai moi-même placée, avec l'autorisation des autorités. Elle dit « En mémoire de Maria Elena Suarez, 1933-1957, et de son fils Martin, 1957, que leur âme repose en paix. » Parfois, je passe par là, et le bâtiment semble différent maintenant, toujours abandonné, toujours délabré. Mais il ne dégage plus ce rejet, il ne semble plus hanté, il semble en paix, ou du moins, c'est ce que j'aime penser. Parce que l'autre option, que Maria Elena soit encore là, toujours à attendre, toujours à chanter pour son bébé, est trop triste à envisager. Depuis lors, j'ai travaillé sur de nombreux autres projets de restauration, mais je recherche toujours l'histoire complète avant de commencer. Parce que j'ai appris que les bâtiments ne sont pas seulement des structures de briques et de béton. Ce sont des conteneurs de mémoire, de vie, de mort, d'histoires qui doivent parfois être racontées pour que les âmes puissent enfin reposer en paix. Et certaines histoires nécessitent plus que d'être racontées. Elles doivent être honorées, rappelées, respectées. C'est la véritable restauration, pas seulement des bâtiments, mais de la dignité humaine. Voici tout ce que Laura a partagé avec moi. Elle m'a dit que cette expérience a complètement changé sa façon d'aborder son travail maintenant. Si vous avez déjà travaillé dans des endroits avec une histoire sombre, ou si vous avez vécu quelque chose qui vous a fait croire que certaines présences cherchent simplement la paix, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et perspectives. Je remercie tous ceux qui ont envoyé leurs histoires. Elles rendent cette chaîne possible. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas à m'écrire. Chaque histoire mérite d'être entendue. Passez une bonne nuit et à la prochaine histoire. Un abonné de la chaîne qui travaille dans le secteur de la santé m'a envoyé cette expérience elle a vécue il y a des années. Elle a préféré ne pas donner son vrai nom, alors nous l'appellerons Daniel. Si toi aussi tu as travaillé en horaire de nuit dans des hôpitaux, des cliniques ou des maisons de retraite, tu sais probablement que ces endroits ont une énergie différente lorsque la nuit tombe. Si tu as vu ou ressenti des choses que tu ne peux pas expliquer dans ton travail, surtout dans des lieux où la mort est fréquente, raconte-le-moi dans les commentaires. Ces histoires me semblent toujours les plus inquiétantes parce qu'elles viennent de personnes qui ne croient pas au paranormal jusqu'à ce qu'elles le vivent. Voici ce que Daniel a expérimenté pendant 3 mois en travaillant comme infirmier de nuit dans un hôpital pour enfants. Je suis diplômé en soins infirmiers avec la conviction d'aider les enfants. Je m'entendais toujours bien avec eux, j'avais la patience que le travail exigeait et je sentais que je pouvais faire une réelle différence dans leur vie pendant les moments les plus difficiles. Alors, quand on m'a offert un poste à l'hôpital pour enfants San Rafael,
Je l'ai accepté sans hésiter. L'hôpital était vieux. Construit dans les années 50, il avait été partiellement rénové, mais la structure originale subsistait. De longs couloirs avec des carreaux de sol usés, de hautes fenêtres avec des cadres en métal qui grinçaient avec le vent, et cette odeur caractéristique des vieux hôpitaux, désinfectant mêlé à quelque chose de plus, quelque chose que le temps laisse sur les murs. On m'a assigné au poste de nuit dans le service de pédiatrie, 11 heures du soir à 7 heures du matin. Ce n'était pas mon premier choix, mais les quarts de nuit payaient mieux et j'avais besoin d'argent pour payer mes prêts étudiants. Ma première nuit a été calme, trop calme. L'aile avait une capacité pour 30 patients, mais il n'y avait que 12 enfants hospitalisés cette nuit-là. La plupart dormaient profondément, sédatés ou simplement épuisés par leur traitement. Je parcourais les couloirs toutes les heures, vérifiant les moniteurs, ajustant les perfusions, m'assurant que tous étaient stables. L'infirmière qui m'a formé cette première semaine s'appelait Rosa. Elle avait presque 60 ans et travaillait dans cet hôpital depuis son inauguration. Elle était professionnelle, efficace, mais il y avait quelque chose en elle, une tension, comme si elle était constamment en alerte. « Il y a des règles pour le service de nuit », m'a-t-elle dit lors de ma deuxième nuit. Non écrites, mais importantes. « Quel genre de règles ?» demandai-je, pensant qu'elle parlerait de procédures médicales. « Ne jamais laisser seule la chambre 307. Si un patient y est, vérifiez-le plus fréquemment que d'habitude. Toutes les demi-heures, si possible. » Pourquoi ? Elle m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Parce que les enfants dans cette chambre font des cauchemars. Tous, sans exception. Et certains ne se réveillent pas d'eux. Je pensais qu'elle était superstitieuse. Rosa appartenait à une autre génération, quand les gens croyaient davantage en ces choses. Mais c'était ma superviseure, alors j'ai acquiescé. Une autre chose, poursuivit-elle. Si tu entends un enfant pleurer dans le couloir, vérifie d'abord dans les chambres. Si tous les enfants dorment et que les pleurs continuent, ignore-les. Ne les cherche pas. Quoi ? Pourquoi pas ? Parce que tu ne trouveras pas un enfant. Et ce que tu trouveras, il vaut mieux le laisser en paix. Je ris nerveusement. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Elle ne sourit pas. J'espère que je plaisantais, Daniel. Je travaille ici depuis 32 ans. J'ai vu des choses. J'ai appris qu'il y a des patients vivants et il y en a d'autres. Et pendant la nuit, il est parfois difficile de faire la différence. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. La troisième nuit, j'ai travaillé seul pour la première fois. Rosa avait son jour de congé. J'étais nerveux, non pas à cause de ces avertissements étranges, mais simplement parce que c'était ma première nuit sans supervision directe. Tout s'est bien passé jusqu'à 2 heures du matin. J'étais à la station de soins infirmiers, en train de mettre à jour les dossiers sur l'ordinateur, quand j'ai entendu des pleurs. C'était doux, étouffé, comme si cela venait de loin. Un petit enfant. Pas plus de 4 ou 5 ans, d'après le ton. Je me suis levé immédiatement. J'ai vérifié le panneau de surveillance qui montrait quelle chambre avait des patients. Ensuite, j'ai parcouru le couloir, vérifiant chaque chambre une par une. Tous les enfants dormaient. Profondément. Certains avec des moniteurs cardiaques affichant des rythmes stables et calmes. Aucun ne pleurait, mais les pleurs continuaient. Ils venaient du couloir, plus précisément du bout du couloir, où se trouvait la chambre 307. Je me suis rappelé les mots de Rosa. Si tous les enfants sont endormis et que les pleurs continuent, ignore-les. Mais je ne pouvais pas faire ça. J'étais infirmier. Si un enfant pleurait, il fallait l'aider. C'était mon travail. Je suis allé jusqu'au bout du couloir. Les pleurs devenaient plus clairs, plus désespérés, comme si quelqu'un avait peur, perdu, dans le besoin. La chambre 307 était vide cette nuit-là, sans patients assignés. La porte était fermée mais pas à clé. Les pleurs venaient définitivement de l'intérieur. J'ai mis ma main sur la poignée. Elle était froide, plus froide qu'elle ne devrait l'être. Mais je l'ai tournée et j'ai ouvert la porte. La chambre était sombre sauf la lumière tamisée qui entrait du couloir. Je pouvais voir le lit vide, le moniteur éteint, la chaise près de la fenêtre où les parents s'asseyaient habituellement. Et sur cette chaise, il y avait un enfant. Il était petit, peut-être 4 ans. Il portait un pyjama d'hôpital bleu pâle, ses cheveux étaient foncés et en désordre. Il était assis avec les jambes pendantes, trop courtes pour toucher le sol, se balançant doucement d'avant en arrière. Et il pleurait. Doucement mais constamment. « Hé !» dis-je doucement en entrant dans la pièce. « Tu vas bien ? Comment es-tu arrivé ici ?» L'enfant ne répondit pas. Il continua à pleurer, se balançant.
Je m'approchai davantage. Où sont tes parents? De quelle chambre viens-tu? Quand j'étais à quelques mètres, l'enfant cessa de pleurer brusquement. Et lentement, très lentement, il tourna la tête pour me regarder. Il n'avait pas d'yeux. Il n'y avait pas de cavité vide. Il n'y avait pas de cicatrice. Il n'y avait tout simplement pas d'yeux. Juste une peau lisse là où il devrait être. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais qu'il me regardait. « Aide-moi », dit-il d'une voix faible et brisée. « Ça me fait mal. Tout me fait mal. Aide-moi, s'il te plaît. » Je reculai sans réfléchir. Mon dos heurta la porte qui s'était fermée derrière moi. Je cherchai la poignée à l'aveugle sans détourner le regard de l'enfant. « Ça me fait très mal », répéta-t-il. Et il se remit à pleurer. Mais cette fois, des larmes coulaient là où devraient être ses yeux. Des larmes noires qui coulaient sur ses joues comme du pétrole. Je trouvai la poignée, je la tournai. Je sortis de la pièce en trébuchant et je claquai la porte. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je pris plusieurs respirations profondes, essayant de me calmer, essayant de trouver une explication logique. Peut-être était-ce un nouveau patient dont personne ne m'avait informé. Peut-être avait-il une maladie rare qui affectait ses yeux. Peut-être que les larmes noires étaient l'effet d'un médicament. Mais je savais que je me mentais à moi-même. Je suis retourné en courant à la station d'infirmerie et j'ai vérifié tous les dossiers. Il n'y avait aucun patient de 4 ans hospitalisé dans tout le couloir. Aucun. Je regardais le couloir, vers la porte fermée de la chambre 307. Les pleurs avaient cessé. Je n'ai pas dormi le reste de cette nuit-là. Je suis resté à la station d'infirmerie, faisant des rondes toutes les 20 minutes mais évitant de m'approcher trop de la 307. Le lendemain matin, lorsque Rosa est arrivée pour le changement de garde, j'ai dû avoir l'air terrible parce que la première chose qu'elle a demandé a été « Tu l'as vu ?» Cela n'avait pas de sens de mentir. Il y avait un garçon, dans la 307, mais il n'avait pas les yeux, a-t-elle terminé. Je le sais, je l'ai vu 3 fois en toutes ces années, toujours dans cette chambre, toujours en pleurs, toujours demandant de l'aide. Qui est-ce? Rosa a soupiré et s'est servi du café avant de répondre. Il y a 30 ans, avant l'introduction des nouvelles réglementations de sécurité, il y a eu un incendie dans cet hôpital. C'était la nuit. Un court-circuit dans le service de pédiatrie. Il s'est propagé rapidement. Nous avons évacué la majorité des enfants, mais il y en avait un enfant dans la chambre 307. Il avait 4 ans. Il était en traitement pour un cancer. Très faible. Il ne pouvait pas marcher sans aide. Il s'est arrêté pour prendre une gorgée de café. Ses mains tremblaient légèrement. La fumée était dense. Les infirmières de garde ne pouvaient pas voir. Quand elles ont finalement maîtrisé le feu et sont revenues chercher, elles l'ont trouvé. Toujours dans son lit. La fumée l'avait asphyxié. Mais avant de mourir, la chaleur intense lui a brûlé les yeux. Lorsqu'elles l'ont trouvé, il pleurait des larmes de sang mêlées à d'autres fluides. J'ai ressenti des nausées. Depuis ce jour, poursuivit Rosa, il apparaît, pas toutes les nuits, peut-être une fois par mois, toujours dans la chambre 307, toujours en pleurs, toujours demandant de l'aide qui est arrivée trop tard. Pourquoi ne ferme-t-on pas cette pièce? Ils ont essayé. Pendant 2 ans, elle est restée fermée, mais les enfants dans les chambres adjacentes faisaient des cauchemars, toutes les nuits, des cauchemars sur le feu, sur la fumée, sur l'impossibilité de respirer. Alors ils ont décidé de la rouvrir. C'est plus facile d'avoir la chambre ouverte et d'accepter que de temps en temps, il apparaisse. Je voulais démissionner. Je voulais partir et ne jamais revenir. Mais j'avais besoin du travail. Et une partie de moi, celle qui avait choisi cette profession, ressentait une obligation, même envers les patients qui n'étaient plus en vie. Les nuits suivantes, j'ai été plus prudent. Je suivais toutes les règles de Rosa. Je vérifiais la chambre 307 fréquemment quand il y avait des patients là-bas. Et quand elle était vide, je l'évitais complètement. Mais il y avait d'autres choses, des choses que Rosa n'avait pas mentionnées. Parfois, quand je marchais dans le couloir sombre à 3 heures du matin, j'entendais des pas derrière moi, petits, légers, des pas d'enfants. Mais quand je me retournais, il n'y avait personne. D'autres fois, les lumières clignotaient en séquence, comme si quelque chose d'invisible marchait dans le couloir, faisant faiblir chaque lumière brièvement à son passage. Et il y avait des moments où je ressentais une présence. Quelqu'un juste derrière mon épaule, si près que je pouvais sentir sa respiration. Mais quand je regardais, il n'y avait personne.
Un jour, j'ai demandé à Rosa s'il y avait d'autres patients comme le garçon de la chambre 307. Elle m'a regardé pendant longtemps avant de répondre. Daniel, cet hôpital a presque 70 ans. Pendant tout ce temps, des centaines d'enfants y sont morts. La plupart trouvent la paix. Ils partent. Mais certains restent. Ceux qui sont morts effrayés. Ceux qui sont morts seuls. Ceux qui sont morts sans comprendre ce qui leur arrivait. Ceux-là restent. Combien ? Murmurai-je. Je ne le sais pas exactement. Mais dans cette aile, pendant la nuit, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y en a au moins 5 dont je suis sûr qu'ils restent. L'enfant de la chambre 307 est le plus visible. Mais il y en a d'autres. Lesquels ? Il y a la fille de la salle de bain. Si tu entres dans la salle de bain des femmes du 2e étage après 2 heures du matin, tu la vois parfois, debout devant le miroir, se coiffant les longs cheveux. Si tu la regardes directement, elle disparaît. Mais si tu l'ignores et que tu utilises la salle de bain normalement, elle reste là, à se brosser, à se brosser. Elle ne finit jamais. Rosa semblait se souvenir de quelque chose de douloureux. Ensuite, il y a le garçon qui court. Nous ne connaissons pas son histoire. Mais parfois, vers 4 heures du matin, on entend des pas courir dans le couloir. Comme si quelqu'un jouait ou fuyait. Les pas vont d'un bout à l'autre, encore et encore, pendant exactement 15 minutes. Et puis, ils s'arrêtent. Et les autres ? Il y a des jumeaux, un garçon et une fille, peut-être 7 ou 8 ans. Je les ai vus 2 fois. Ils sont toujours ensemble, toujours main dans la main. Ils marchent dans le couloir en regardant dans chaque pièce, comme s'ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Ils n'entrent jamais dans les chambres. Ils regardent seulement. Et puis, ils continuent à marcher jusqu'à disparaître au bout du couloir. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Et voici le bébé, c'est le pire. Parfois, tu entends un bébé pleurer dans la salle de néonatologie vide. Tu ne devrais pas entrer quand tu entends ça. Tu ne trouveras jamais le bébé. Mais si tu entres et que tu cherches trop longtemps, on dit que quelque chose d'autre te trouve. Quelque chose qui n'est pas un bébé. Quelque chose qui utilise ce son uniquement pour attirer les gens. Je frissonnais. Comment peuvent-ils travailler ici en sachant tout cela ? Rosa me sourit tristement. Parce que quelqu'un doit le faire. Et parce que, malgré tout, cet hôpital est bon. Nous sauvons plus d'enfants que nous en perdons. Et ceux que nous perdons, eh bien, peut-être méritent-ils que quelqu'un se souvienne d'eux. Que quelqu'un reconnaisse qu'ils sont ici. J'ai continué à travailler là-bas. Pas parce que j'étais courageux, mais parce que j'avais besoin d'argent, et que, étrangement, j'ai commencé à comprendre ce que Rosa voulait dire. Les enfants fantômes n'étaient pas malveillants. Ils ne tentaient pas de nous faire du mal. Ils étaient, simplement, là, piégés dans leurs derniers moments de confusion, de douleur ou de peur, répétant leurs actions encore et encore parce qu'ils ne savaient pas comment faire autrement. J'ai instauré une routine. Quand j'entendais l'enfant pleurer dans la chambre 307, j'entrais brièvement. Je ne m'approchais pas trop. Je disais simplement « Je suis désolé, j'espère que nous sommes arrivés à temps, mais tu n'es pas seul maintenant. Je suis là. Nous sommes tous là. » Les pleurs ne cessaient jamais, mais ils semblaient moins désespérés, plus doux. Quand j'entendais les pas courir, je me tenais dans le couloir et je laissais passer à côté de moi. Parfois je murmurais « Ça va, tu peux te reposer maintenant. Tu n'as pas besoin de continuer à courir. » Les pas ne s'arrêtèrent jamais. Mais il y avait des nuits où ils duraient moins de 15 minutes. Une nuit, environ 1 mois après avoir commencé, j'ai vu les jumeaux. J'étais en train de vérifier la chambre 315 quand je les ai vus passer dans le couloir, main dans la main, marchant lentement, regardant dans chaque chambre. Je suis sorti dans le couloir. « Bonjour », ai-je dit doucement. Ils se sont arrêtés. Ils ont tourné la tête pour me regarder. Leurs yeux étaient grands et tristes. « Qui cherchez-vous » ai-je demandé. La fille a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun son n'est sorti. Elle a seulement bougé ses lèvres formant un mot que j'ai pu lire. « Maman ». Mon cœur s'est un peu brisé. « Je suis désolé, dis-je. Je ne sais pas où est ta mère, mais elle vous aime. Je suis sûr de ça. Et il est bon que vous vous reposiez. Il est bon que vous arrêtiez de chercher. » Ils m'ont regardé pendant longtemps. Et puis, pour la première fois selon Rosa, ils ont fait quelque chose de différent. La petite fille leva sa main libre et me salua d'un petit geste, un adieu. Et ils disparurent. Ils ne s'estompèrent pas progressivement. Ils cessèrent simplement d'être là,
comme s'il n'avait jamais existé. Rosa était excitée quand je lui ai raconté. Il n'avait jamais fait ça, dit-elle avec des larmes aux yeux. En 10 ans que je les vois, ils n'ont jamais changé leur motif. Peut-être ont-ils enfin pu partir. Mais tout n'a pas été positif. Il y eut une nuit, près de mon 3e mois de travail, où tout a mal tourné. Nous avions un nouveau patient en 307. Un garçon de 6 ans avec une pneumonie sévère. Il était stable mais nécessitait une surveillance constante. Je vérifiais la chambre toutes les demi-heures, comme Rosa me l'avait appris. À 3 heures du matin, je suis entré pour ma ronde de routine. L'enfant dormait, connecté à son moniteur qui sonnait régulièrement. Tout était normal, mais il y avait quelque chose d'autre dans la chambre. Sur la même chaise où j'avais vu l'enfant sans yeux, il y avait une ombre. Ce n'était pas l'enfant fantôme. C'était quelque chose de différent, plus grand, plus sombre. Une présence dense qui semblait absorber la lumière. Et elle était penchée sur le lit du patient, près de son visage, comme si elle lui susurrait quelque chose. L'enfant dans le lit commença à bouger, agité. Sa respiration s'accéléra. Le moniteur se mit à sonner plus vite, mais il ne se réveillait pas. « Non !» criai-je sans réfléchir. Je courus vers le lit et me mis entre l'ombre et l'enfant. « Laisse-le en paix !» La température de la pièce chuta brusquement. Je pouvais voir mon souffle. Le moniteur commença à faiblir, émettant des bips erratiques. L'ombre se leva. Elle grandit. Elle s'étendit jusqu'à remplir le coin de la pièce. Et je ressentis quelque chose. Une malveillance, une intention. Pas comme la tristesse des enfants fantômes. C'était autre chose, quelque chose de vorace, quelque chose qui se nourrissait, cherchant désespérément quelque chose à faire. Et je me suis souvenu des mots de Rosa. C'est un bon hôpital. Nous sauvons plus d'enfants que nous en perdons. Tu ne peux pas l'emmener, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Cet enfant va vivre, il va guérir, il va sortir d'ici. Ce n'est pas ton tour, ce n'est pas ton tour. L'ombre a pulsé, la pièce a vibré, et alors j'ai entendu des voix, plusieurs voix d'enfants chuchotant à l'unisson. Ce n'est pas son tour, ce n'est pas son tour, ce n'est pas son tour. Les enfants fantômes, tous, ils étaient là. Je ne pouvais pas les voir clairement, mais je pouvais sentir leur présence. 5, 10, peut-être plus. Tous rassemblés, tous répétant les mêmes mots. L'ombre s'est contractée. Elle est devenue plus petite. Et avec un son comme de l'air s'échappant d'un ballon, elle a disparu. La température est revenue à la normale. Le moniteur s'est stabilisé. Et l'enfant dans le lit a poussé un profond soupir et s'est plongé dans un sommeil paisible. Je me laissais tomber sur la chaise, tremblant. Je pouvais sentir la présence des enfants fantômes encore là, m'entourant, me protégeant. « Merci », murmurait. Il n'y eut pas de réponse audible, mais je ressentis quelque chose, une chaleur, une acceptation. Et puis ils partirent aussi. Le lendemain matin, lorsque Rosa arriva et que je lui racontais ce qui s'était passé, elle pâlit. « Cette ombre, dit-elle. Je l'ai vue avant, rarement. Elle vient quand un enfant est très faible, très proche. Elle essaie d'accélérer le processus, de les emporter avant l'heure. Je n'avais jamais vu d'autres fantômes les défendre ainsi. Qu'est-ce que cette chose? Je ne sais pas. Quelque chose qui vit dans les hôpitaux, qui se nourrit de la mort, surtout de la mort prématurée. Quelque chose qui n'est pas humain et ne l'a jamais été. Je regardais vers la chambre 307. L'enfant était maintenant réveillé, prenant son petit déjeuner, riant avec sa mère qui était arrivée tôt. Il vivrait. L'ombre ne l'avait pas emporté. J'ai travaillé dans cet hôpital pendant 3 mois supplémentaires. Pendant ce temps, j'ai appris les schémas, les horaires, les emplacements. Je savais quand attendre quoi. Le garçon de la chambre 307 pleurait tous les 12 jours, toujours vers 2 heures du matin. Les pas courants avaient lieu les mardis et jeudis à 4 heures. La fille du miroir apparaissait chaque nuit, constante et silencieuse. Les jumeaux, je ne les ai jamais revus après cette nuit-là. Rosa pensait qu'ils avaient finalement trouvé la paix. Je voulais le croire. Et l'ombre est apparue 2 fois de plus. Mais à chaque fois, quand je m'interposais et appelais les enfants fantômes, elle se retirait. C'était comme s'il y avait un équilibre. L'ombre pouvait rôder, essayer, mais les esprits des enfants qui étaient restés protégeaient ceux qui vivaient encore. J'ai abandonné après ces 3 mois. Pas parce que j'avais peur, pas parce que je ne pouvais pas le gérer,
mais parce que je me suis rendu compte que ce travail, cet endroit, demandait quelque chose de moi que je n'étais pas prêt à donner à long terme. Rosa comprendit. Cet endroit n'est pas pour tout le monde, dit-elle lorsque je lui ai remis ma démission. Et ce n'est pas mal de l'admettre. Tu as fait plus ici en 3 mois que certains en années. Les enfants, tous les enfants, se sentent plus en sécurité quand tu es là. Trouveront-ils quelqu'un pour me remplacer ? Demandai-je. Finalement, nous le faisons toujours. Cet hôpital survit parce qu'il y a des gens prêts à travailler dans l'obscurité, littéralement et figurativement. Ma dernière nuit à l'hôpital fut calme. J'ai fait mes rondes comme d'habitude. J'ai vérifié chaque patient. Je me suis assuré que tous étaient à l'aise et en sécurité. Quand est arrivée ma dernière heure, j'ai parcouru le couloir vide une dernière fois. Je me suis arrêté devant la chambre 307. La porte était ouverte, la pièce était vide et sombre. Au revoir, dis-je à voix basse. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Mais quelqu'un d'autre viendra, quelqu'un qui se soucie. Il y aura toujours quelqu'un. Depuis l'obscurité de la pièce, j'ai entendu un murmure, si doux que je l'ai presque imaginé. Merci. Ce n'était pas la voix de l'enfant sans yeux. C'était quelque chose de plus. Une collection de voix. Tous les enfants qui sont restés. Tous ensemble. De rien, répondis-je. Et je partis. 5 ans ont passé depuis lors. Je travaille dans un autre hôpital maintenant. Service de jour. Elle des adultes. C'est plus facile. Moins compliqué. Sans fantômes que je sache. Mais parfois, quand je travaille tard et que les couloirs sont vides et silencieux, j'entends de petits pas. Pas d'enfants. Et je ressens une présence familière. Comme si quelque chose m'avait suivi. Comme si les enfants fantômes de l'hôpital San Rafael ne m'avaient pas terminé. Cela ne me fait pas peur. D'une certaine manière, c'est rassurant. Savoir qu'ils sont là, qu'ils continuent de protéger, que l'équilibre perdure. Et chaque 17 novembre, anniversaire de cet incendie il y a 30 ans, j'allume une bougie, je la laisse brûler toute la nuit, et je dis une prière pour l'enfant de la chambre 307, pour les jumeaux qui cherchèrent leur mère, pour la fille du miroir, pour tous les enfants qui sont restés quand ils auraient dû partir, parce qu'il faut que quelqu'un se souvienne d'eux. Quelqu'un doit reconnaître qu'ils ont existé, qu'ils ont compté, et que, à leur manière étrange et tragique, ils comptent encore. C'était l'expérience que Daniel a partagée avec moi. Il me dit qu'il ressent encore parfois la présence de ses enfants fantômes, comme s'ils maintenaient une connexion avec lui. Si vous avez travaillé dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des morgues ou tout endroit où la mort est fréquente, et si vous avez vécu des choses inexplicables, j'aimerais beaucoup lire votre histoire dans les commentaires. Parfois, les lieux où la vie se termine deviennent des endroits où certains ne peuvent pas partir. Prends soin de toi et rappelle-toi que tous ceux qui restent ne cherchent pas à nous faire du mal. Certains ont simplement besoin d'être rappelés. On se retrouve dans la prochaine histoire.